Si on commence, alors bon, donc bienvenue à la troisième table ronde qui est organisée par les bibliothèques universitaires dans le cadre de sa contribution à la médiation scientifique de l'UBO. C'est organisé en partenariat avec le réseau Formadoct, incarné ici par moi, et par Damien qui est là-bas, et par Muriel qui est là-bas. Donc on coordonne avec d'autres collègues le réseau Formadoct. Et on travaille au sein de l'UBL, Université de Bretagne-Loire, qui va jusqu'au Mans. C'est pour ça qu'on peut, comme ça, être en triplex, de manière quasi transparente. Bon, peut-être je peux commencer par des remerciements. Je remercie mes collègues de la bibliothèque m'avoir aidé à faire ce travail. Je remercie le service communication de l'UBO, que je vois pas là. Et je remercie le service communication de l'UBL, parce qu'on travaille donc en partenariat avec l'UBL. Et je remercie beaucoup évidemment Damien et Muriel qui sont à Nantes et à Rennes. Voilà, l'idée est venue d'eux et de moi pour cette rediffusion. Et je remercie nos trois intervenants, un qui vient de Paris. Enfin, tout le monde s'arrache à des emplois du temps de plus en plus tyranniques, et vous êtes là. Merci beaucoup. Donc la table ronde, mais ça y est, ça je l'ai dit, vous avez vu, c'est retransmis. Le film, on en a parlé, les papiers rouges, c'est bon. Le sujet a été annoncé, on a mis dans la communication le focus sur lanceur d'alerte, parce que c'est ce qui est plus immédiatement perceptible. Et on a même pris le titre en fonction un peu de ça, donc les sociologues et les lanceurs d'alerte face au catastrophisme. Bon, on va évidemment parler de lanceurs d'alerte. Il s'agit bien de sociologues, de lanceurs d'alerte face au discours catastrophiste sur les risques liés aux technologies, qu'elles soient nouvelles ou émergentes, nucléaire, nanotechnologie, OGM, pharmacologie, bon j'en oublie, amiante, enfin, etc. Mais parce que le point de départ de cette conférence table ronde est ce livre énorme là, de 630 pages qui est en vente à côté, je vais en dire juste un mot, il est très documenté, très dense, très intéressant d'un point de vue intellectuel évidemment, mais aussi d'un point de vue il y a plein d'affaires de traités, c'est suivi minutieusement, ça pourrait être presque lu comme un polar à part le jargon, le vocabulaire spécialisé. Et il y a tout un dispositif d'index, de tableaux, de synthèse, de schémas, qui fait qu'on peut se balader là-dedans comme un dictionnaire presque. Voilà, donc il est en vente à côté. Et c'est un livre, pour finir, réconfortant. C'est la première sensation que ça m'a fait, parce que on se croit que le monde va mal. Et on s'aperçoit en vous lisant qu'il y a des gens qui se battent, qui organisent des choses, et qui font bouger des choses. Voilà. Donc on va en discuter tout le long. Pour parler de ça, on va donc suivre. Je vais commencer par le bout. Josquin, de base, là-bas, qui est chercheur au groupe de sociologie pragmatique et réflexive de l'école des hautes études en sciences sociales de Paris. Peut-être, ouais, vous avez une formation, c'est pas courant, en biologie et en histoire des sciences. Co-auteur de ce livre, Au bord de l'irréversible. J'ai pas donné le titre d'ailleurs, tiens. Au bord de l'irréversible, sociologie pragmatique des transformations. Vous travaillez sur les controverses sociotechniques, notamment sur des sujets sanitaires, environnementaux, je sais pas, OGM, amiante, abeilles, ondes électromagnétiques, etc., etc. Vous êtes enseignant aussi, et vous enseignez notamment des méthodes numériques pour l'analyse des processus collectifs. Les méthodes numériques, c'est le logiciel, pour voir comment faire figurer des processus collectifs dynamiques en plus. Donc, sacré logiciel. Voilà. Ensuite, Irène Frachon, qui est connue. Ici, surtout. C'est ça. Qui est médecin, spécialisé en pneumologie, les poumons,
auteur du Mediator 150 grammes, qui est devenu Mediator 150 grammes, combien de morts? Au début, c'était titre censuré. Auteur de, mais ça on le sait pas forcément quand on va voir les films justement, d'une quarantaine d'articles scientifiques bien pointus. Enfin, je les ai pas lus, mais j'ai vu le titre. Sur notamment la relation entre l'exposition au benfluorex, qui est le principe actif du Mediator, et des maladies cardiaques qui peuvent tuer. Enfin, voilà, les maladies de valve, etc. Peut-être faut le préciser, vous avez été aussi, avant que le Mediator arrive, exposé à sensibilisé à l'exposition à l'isoméride. Je pense que ça a joué. Enfin, vous le dites d'ailleurs, j'invente rien. Qui était un produit similaire vendu par les mêmes marchands et qui tuait à peu près pareil. Exactement pareil. Exactement pareil, voilà. Ils ont refait un coup, poum. Et voilà, et parce que la Commission nationale de pharmacovigilance ne prenait pas sérieusement en compte, de manière sérieuse, au regard de l'enjeu, vous avez décidé d'écrire un livre destiné au grand public, le livre que je viens de mentionner là. Et enfin, en 2016, Hollywood, Hollywood, mais en tout cas, vous devenez l'objet d'un film qui s'inspire ou retrace votre rôle dans l'affaire du Mediator. Et Francis Château-Renaud, parce que je n'ai pas fait dans Bon, vous êtes directeur à l'École des hautes études en sciences sociales, fondateur du groupe de sociologie pragmatique réflexive, auteur de nombreux ouvrages. Alors, il faut voir les machins, hein, c'est des gros livres. Et ça porte sur, par exemple, la faute professionnelle, c'était la thèse en fait, expert et faussaire, ça c'est intéressant, hein, comment on copie. Les sombres précurseurs, c'était la définition du lanceur d'alerte, si je caricature un peu peut-être. Prospero, c'est le fameux logiciel dont on a parlé, une technologie littéraire pour les sciences humaines. Argumenter dans un champ de force, alors là c'est déjà plus mystérieux, et c'est la balistique sociologique. Et au bord de l'irréversible. Et j'ai compté, non pas les pages, mais j'ai compté le nombre total de pages. Ça fait 2850 pages, rien que pour 6 ouvrages. Ça semble un peu énorme. 80 articles autour de sociologie des alertes, des risques, sociologie des controverses, sociologie des débats publics, sociologie numérique, socio-informatique, sociologie de l'expertise, les modes de scénarisation du futur, les nouvelles formes de pouvoir d'emprise et voilà, bon, les formes de mobilisation à l'échelle internationale. Vous travaillez à toutes les échelles. Bien. Alors maintenant, pour introduire le sujet, je vais poser 2 questions aux sociologues et après, je poserai des questions à Irène Frachon, sur le point de vue des sociologues et aussi sur le Mediator, évidemment. Donc, première question, c'est plutôt une thématique autour de laquelle vous allez broder, peut-être. Voilà. C'est quoi le travail du sociologue pragmatique critique? C'est quoi la sociologie pragmatique critique? Bon. Justement, c'était pour voir si ça marchait ici. Ça marche, mais ça coupe. Ah bon? Alors, je profite de cet intermède pour vraiment vous demander, quand vous prenez la parole, de bien allumer votre micro, parce que sinon, non seulement on vous entend pas, mais en plus on vous voit pas. C'est ça. Et de l'éteindre quand vous laissez la parole. Éteigne, Francis. C'est bien disparaître alors. Il faut que j'éteigne ou pas? Ouais, t'éteins. Pour l'instant, c'est bon. Ah, c'est bon. Et là, ça marche bien, Damien, comme je parle, comme on parle? Oui, en fait, tout fonctionne quand la personne qui parle a son micro allumé. D'accord. Mais s'il y a plusieurs micros allumés, je ne sais pas, il faudrait voir ce que ça donne. C'est expérimental. Donc, la sociologie pragmatique critique, je vais vous laisser... et après, peut-être avec un plan un peu plus gros sur la question des modèles d'évaluation, comment les gens s'organisent pour proposer des modèles alternatifs pour évaluer le risque, par exemple, des ondes électromagnétiques, du nucléaire, etc. Comment font les gens pour proposer des alternatives? Et peut-être, la question des indicateurs, ce que vous appelez les espaces de calcul. Sur quel calcul faut-il mettre en place pour dire le climat se réchauffe ou il se réchauffe pas, et comment discuter de ces calculs, comment s'accorder sur les calculs?
Voilà, je passe la parole à Francis et à Josquin. Alors il faut que j'appuie là. Non, l'autre. C'est bon là? Ouais, il faut entendre. Ouais. Ouais, ça c'est bon. Mais bonjour à tout le monde. Puis à ceux que je ne vois pas, j'espère que le son est correct. Vraiment merci pour cette rencontre et c'est le débat qui va suivre parce qu'on est là pour discuter. Hein, on va pas faire un cours magistral. Hein. Donc définir la sociologie pragmatique en soi, c'est un peu académique. C'est un courant qui s'est formé dans les années 90 autour de deux en France. Excusez-moi, je dois vous interrompre, mais je reviens sur ce que j'ai dit. En fait, il faut que Hervé coupe le micro, sinon on ne voit pas Josquin en train de parler. Là, il a coupé. Voilà. Là, c'est je venais de le couper quand tu parlais. Pas grave. Je coupe. Et mets-toi bien face au micro. Oui. Ah, parce que la caméra me surveille, oui. Oui, je disais donc, c'est tout un courant de sociologie qui est né, en fait, en réaction à des grandes sociologies françaises qui prenaient un peu trop de place, d'après les auteurs en question. Et les deux auteurs qui m'ont le plus influencé, moi, mais beaucoup d'autres gens, c'est Bruno Latour, qui est aujourd'hui quand même assez connu, et Luc Boltanski, qui ont forgé, en fait, une approche alternative à la sociologie de Bourdieu. Et le temps passant, les expériences se multipliant, aujourd'hui, pourquoi on relie justement pragmatique et critique? Parce qu'on pense que la guerre des écoles, ça suffit, la guerre des écoles théoriques en sociologie, et que c'est pas plus mal d'essayer de refaire converger des travaux, et donc on redevient pas bourdieusien, comme on n'est pas plus d'ailleurs latourien ou boltanskien, mais on développe justement une pragmatique qui va être très attentive aux conditions de la critique et de la critique sociale en particulier, environnementale, technologique, peu importe. Et on a essayé justement dans nos travaux de comprendre quelles prises critiques peuvent avoir des acteurs dans des contextes déterminés. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils peuvent précisément lancer une alerte, produire une contre-expertise, engendrer des mobilisations, intervenir sur un processus législatif, par exemple, ou de régulation, être entendu par des autorités quand ils ont quelque chose à dire, et au fond développer des formes de citoyenneté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des cas où les acteurs sont très très outillés, très équipés pour le faire et vont même très vite, à tel point que les sociologues et d'autres disciplines, les politologues, les ethnologues, les juristes, etc., courent derrière pour essayer de comprendre ce qu'ils font. C'est le cas de pas mal d'ONG internationales, par exemple, pour arriver à les suivre, c'est tout un travail. On n'a d'ailleurs même pas les moyens logistiques parfois, etc. Et puis dans d'autres cas où les acteurs sont assez démunis. Et voilà, nous on a essayé dans ce livre, mais aussi dans nos travaux en général, de travailler sur les deux dimensions, c'est-à-dire de regarder à quel moment les acteurs sont en déficit, d'une certaine manière, de prise, que ce soit de connaissances, de réseau, de compréhension même parfois des textes, des appuis juridiques ou réglementaires qu'ils pourraient utiliser pour faire barrage à, par exemple, un barrage ou à un aéroport, je dis oui, n'importe quoi. Hein. Et parfois, au contraire, ils ont des multiprises. C'est-à-dire qu'ils sont dotés en fait de capacités qui leur permettent de faire des actions, de faire du lobbying même, etc. Alors quand on dit acteurs, ça peut être toutes sortes de gens, ça peut être des chercheurs, ça peut être des associations, ça peut être des riverains, ça peut être des victimes, ça peut être des administrations, des industries, des journalistes, même des sociologues. C'est-à-dire que de temps en temps, il nous arrive de croiser des sociologues sur nos terrains. Voilà. Donc en fait, on essaie d'ouvrir la description, ce qui donne ce côté effectivement, ce qui fait des gros bouquins, c'est vrai. C'est parce qu'il y a un souci du détail. On n'est pas pressé, on court pas derrière l'actualité pour avoir un peu le dernier état des choses. On essaye de penser les choses en processus long. Et on l'a fait sur un certain nombre de grands sujets. Donc en particulier dans le livre Les sombres précurseurs, qui date maintenant de 99, qui a été réédité, il y a 3 grands dossiers qui sont explorés vraiment en profondeur. C'est l'amiante, dont on a refait l'histoire et on a essayé de suivre les événements dans les années 90. Le nucléaire, avec tous ses aspects assez compliqués. À l'époque, on était donc dans l'anté-Fukushima. Voilà, on était après Tchernobyl. Et puis la vache folle, qui à l'époque était un cas émergent, qui mettait un peu en péril les formes classiques d'expertise et de discussion sur les conséquences sanitaires de certains types de pratiques alimentaires, agricoles, etc.
en tout cas autour de l'élevage et de l'alimentation animale, comme vous le savez peut-être, avec la découverte des capacités du prion, de la protéine prion à muter, à se balader d'une espèce à l'autre et à produire cette fameuse nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc ça peut devenir très technique et en même temps on essaie justement d'en avoir un regard sociologique pour faire émerger des propriétés de ces dossiers. C'est comme ça que le lanceur d'alerte est né, en fait, comme une caractéristique de toutes ces affaires. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une personne ou un groupe, parfois une institution, ça arrive, que des institutions soient en position de lanceur d'alerte. C'est peut-être le cas du GIEC, donc du GIEC, du groupement international et interdisciplinaire des experts du climat, qui, d'une certaine manière, a joué le rôle du lanceur d'alerte pour la question du changement, du réchauffement climatique, en organisant une science du climat orientée vers une alerte et mobilisant, alors ça a été long, depuis les années 80, de plus en plus de cercles et d'acteurs autour de l'alerte. Voilà. Donc là, j'ai résumé très vite. Je pense que Josquin, tu veux peut-être... alors, Allume. Est-ce que la caméra bouge? Je ne sais pas. Bon. On n'a pas répété, donc dans ces dossiers qu'on étudie, ce qu'on voit, ce qu'on observe, c'est que nos acteurs mènent l'enquête. Ils mènent des enquêtes collectives, et c'est le résultat de ces enquêtes en fait qui est la pratique qu'ils ont qui va délimiter ce que ces espaces de calcul, qui va construire ces modèles alternatifs. C'est en se confrontant à la réalité, aux connaissances qu'ils ont, ça peut être du simple de l'expert au non-expert, donc en se confrontant à ce qu'ils savent et à ce qu'ils ne savent pas, en portant une attention prolongée, fine, constante pendant un temps relativement long à un objet, ils finissent par acquérir une certaine connaissance, un savoir, une expertise, une contre-expertise, et tous ces objets en fait évoluent, et en portant le regard sur l'enquête même portée par les personnes qu'on étudie dans nos dossiers, en fait se dessinent ces espaces de calcul dans lesquels ils évoluent et dans lesquels ils évaluent et donnent de la valeur à ce qu'ils font et à ce qu'ils sont, qu'on voit apparaître des modèles alternatifs qui peuvent par la suite, s'ils réussissent, devenir des modèles un peu moins alternatifs et un peu plus dominants. Bon, là, je suis surpris, là, il y a une discipline. Vous le continuez Non, d'accord. Un exemple de modèle alternatif qu'on a particulièrement étudié, vous savez qu'il y a eu un conflit des OGM en France qui a occupé quand même l'espace pendant près de 20 ans, avec donc des anti-OGM et des pro-OGM, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est comment les groupes anti-OGM ne se sont pas contentés de critiquer l'agro-business et le modèle, on va dire, des grandes multinationales qu'on ne citera pas tout de suite, mais ça finira par arriver forcément dans le débat, puisque ça va toucher d'autres dossiers que les OGM, les pesticides par exemple, mais qui ont progressivement fait émerger des alternatives dites paysannes. Je pense par exemple au réseau semences paysannes, qui est une façon en fait de faire valoir la manière de travailler, cultiver la biodiversité en fait, en échangeant les semences de pair à pair entre paysans et en changeant complètement au fond le modèle sous-jacent à l'activité agricole, qui donc évidemment est un challenge par rapport au modèle dominant, qui est encore d'ailleurs très fort aujourd'hui. Et la loi OGM de 2008 et le résultat de la construction d'un rapport de force. Alors c'est vrai que argumenter dans un champ de force, c'est ça. C'est que quand on argumente, on peut argumenter dans le désert tout seul face à son miroir, etc. Mais le problème, c'est qu'en général, ça réagit en face. C'est-à-dire que Irène va en parler tout à l'heure. On a quand même des contre-arguments qui surgissent, des contre-discours, des attaques, et il faut arriver à survivre et à surnager dans des champs de force. Et là, en l'occurrence, le mouvement anti-OGM ne s'est pas contenté d'arracher des plans, des essais transgéniques, etc. C'était aussi de faire valoir des modèles, et en particulier ces modèles d'échange de semences. Et la loi 2008 sur les OGM prévoit en tout cas la possibilité pour tout producteur et consommateur de faire avec ou sans OGM. Et donc,
oblige à une organisation sociale de façon à ce qu'on puisse avoir une diversité de modèles agricoles sur des territoires. Et là, c'est en soi déjà, oui, typiquement, là, une modification de l'espace de calcul, parce que par exemple, des chercheurs de l'INRA ont dû donc passer du temps à calculer, par exemple, les distances qu'il faut mettre entre les cultures pour éviter, par exemple, des flux de gènes qui viendraient polluer, etc. Calculer les seuils. Vous savez que 0,1 et 0,9, ça vous dit rien du tout, mais 0,1% d'OGM, ça vous crée en fait un seuil de pollution. 0,9, ça vous autorise à faire un tel type de culture. Et par exemple, pour définir le bio, eh ben, il faut définir des seuils. C'est jamais absolument 0. C'est pas un 0. C'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a toute cette bataille. On pourrait prendre l'exemple des perturbateurs endocriniens, des techniques de prélèvement par les groupes antinucléaires, notamment la CRIRAD, de faire des contre-expertises dans l'environnement sur les pollutions radioactives. Pareil sur les capteurs citoyens qui font maintenant des prélèvements sur les pollutions de l'air en ville, etc. Donc il y a plein comme ça de modèles qui se construisent et qui viennent modifier la manière de calculer le risque. Voilà. Oui, Là, les négociations s'accompagnent avant de calculer quelque chose, il faut le mettre en place, le calcul. Peut-être maintenant, ce serait intéressant de faire un gros plan sur le Mediator, en reprenant peut-être, je sais pas si l'espace de calcul a joué, mais en reprenant des notions qui sont développées dans le bouquin. En prenant, moi, à un moment, je faisais un parallèle entre la fabrique du doute des climato-sceptiques et la fabrique du doute à propos de médicaments. Mais je vais d'abord laisser la parole à ce qui est intéressant, c'est que ce soit les sociologues qui s'expriment, mais après, ouais. Voilà. Et sur la question, avec un gros plan, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, c'est la question des évaluations des risques. Comment à un moment on dit il y a du risque ou il n'y a pas de risque. Comment on calcule, qui le fait, comment ça s'organise, tout ça. Donc peut-être d'abord parole à Francis et à Josquin, puis après à Irène qui était en plein dedans. Voilà, j'éteins ma machine. J'allume la mienne, oui. Merci. Donc, bon, évidemment, sur le Mediator, parler sous le contrôle d'Irène, c'est une mission impossible. Non. Si. Pourquoi on s'est intéressé à ce cas et on a pris au sérieux, parmi d'autres, hein, mais quand même, ça a été important. D'abord parce que moi, je me suis intéressé à ces questions de risque et d'alerte peu de temps après l'affaire du sang contaminé, qui a été un des moments fort, à la fois dramatisé, qui a produit des effets, puisqu'il y a eu création justement d'un certain nombre d'agences de sécurité sanitaire, et l'agence du médicament, d'une certaine manière, en sortait, avec cette idée que le sang contaminé avait révélé que dans le modèle français, il y avait un peu mélange des genres et qu'on n'avait pas une indépendance de l'expertise et que le décideur, c'était la défense d'ailleurs des politiques qui était mis en cause, n'y voyait pas clair parce que voilà, il y avait un peu, bon, dans le cas de la transfusion sanguine, c'était particulièrement mélangé. Il y a un très beau livre de Marie-Angèle Hermite, qui est une collègue avec qui on travaille beaucoup, qui s'appelle Le sang et le droit, hein, qui est un très beau livre qui date de 1996 et qui raconte justement les tensions internes de cette affaire du sang contaminé et en particulier comment les acteurs n'ont pas vu qu'ils avaient des appuis réglementaires et juridiques disponibles, notamment à partir du cas de la syphilis. Donc ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a toujours un précédent qui vient alimenter les affaires suivantes. Et c'est vrai que le Mediator, c'est pas le sang contaminé bis, mais il y a quelque chose qui rappelle cette idée qu'il y a un mélange des genres à un moment donné dans les milieux d'expertise, qu'il y a des intérêts économiques qui se développent. Dans le cas de la transfusion sanguine, c'était évidemment les transfusés eux-mêmes qui étaient en demande. Hein, c'était assez compliqué de leur dire non, etc. Donc il y avait tout un truc. Et puis arrive le sida, et évidemment, il aurait fallu prendre des mesures. Et il y a eu ce moment terrible hein, où on n'a pas chauffé. Comme vous savez, on a traîné à retirer des lots qui étaient vraisemblablement contaminés. Et ça a produit à la fois ces morts, ce drame, et en même temps ce scandale. Et ça a mis du temps, parce qu'en gros, cette affaire-là, c'est 83, 84, 85. Le scandale sort véritablement en 91. C'est Anne-Marie Casteret, qui était à la fois journaliste et médecin, qui a sorti l'affaire et qui, au début, s'est fait vraiment maltraiter, à la fois par les médecins et par les journalistes.
et aussi par un sociologue, que je ne citerai pas ici, qui a dit « ouais, c'est un coup médiatique pour essayer, etc. » Enfin bref, voilà, ça a été très violent. Et elle s'en est jamais remise vraiment. Alors elle est décédée en 2006 d'une maladie très particulière qu'elle avait, chronique. Et je sais que je l'ai reçue plusieurs fois, et elle disait qu'elle ne dormait plus, c'est-à-dire qu'elle n'avait jamais réussi à se remettre de la manière dont elle avait été traitée, puisque évidemment après coup, ben voilà, tout lui donnait raison. Hein, et ça a été, etc. Donc moi quand j'ai vu arriver l'affaire de Mediator, alors on travaillait un peu sur des questions de médicaments, mais c'était pas tellement le cœur de nos affaires. Que j'ai vu ce qu'Irène mettait en avant, j'ai tout de suite pensé à Anne-Marie Castoré. Il y avait évidemment des parentèles, mais en même temps c'est très différent. C'est très différent parce que le chemin suivi n'est pas le même. Donc là, on est sur des signes qu'il faut arriver à rassembler, qui sont extrêmement épars. Hein. Il y a tout un travail d'enquête qu'il faut faire. Donc, dans un premier temps, Irène est un peu en professionnel de la vigilance, d'une certaine manière, croiser des cas, construire des données, parvenir à avoir de l'information scientifique, demander des avis. Alors, il y a tout un parcours qui est intéressant en soi, de comment les collègues disent ouais, voilà, bof, ouais, oh, etc. Enfin, on connaît, hein. C'est que la relativisation, le manque de temps, je suis pas compétent, il faudrait que tu vois avec le truc machin, etc. Et puis le truc machin en question, c'est celui précisément qui a les conflits d'intérêts, on sait pas. Enfin bon, voilà. Donc le temps que ça prend est parfois très long. Et à un moment donné, effectivement, il se passe quelque chose, dont Irène, je pense, va le raconter en détail, où ce qui aurait pu être traité d'une certaine manière à l'intérieur des dispositifs par une régulation, on a régulièrement des retraits de produits, de médicaments, etc., se devient en fait une affaire, prend forme, et le champ de force se révèle, et on se retrouve très souvent, alors seul ou accompagné, face à tout un milieu qui est pris d'une certaine manière la main dans le pot, etc., puisque on voit qu'il y a beaucoup de conflits d'intérêts entre les experts et que les fameuses agences sanitaires indépendantes produites par l'après sans contaminer n'étaient pas aussi indépendantes que ça et que ça pose des problèmes de fond sur la régulation. Et donc ça engage pour nous, dans cette affaire de Mediator, ça révèle surtout l'importance d'avoir des contre-pouvoirs permanents capables de lire ce qui se passe dans les institutions, de porter des veilles ou des vigilances collectives que certains appellent des veilles citoyennes. Donc, il y a par exemple le groupe Pharmacritique. Il y a aussi ce journal médical Prescrire, qui fait un travail de critique et très souvent qui est perçu comme l'empêcheur de tourner en rond, qui va effectivement pousser la critique un peu trop loin, mais en même temps c'est absolument indispensable d'avoir ces contre-pouvoirs. Et donc le Mediator a fait apparaître effectivement la faillite une fois de plus de ce dispositif. Et on a vu d'autres cas, il y a eu l'histoire de pilules, des paquines, de tout ce qu'on veut, ça revient régulièrement. Donc on n'a jamais en soi de garantie d'un système de régulation et d'évaluation des risques parfaitement transparent et indépendant. Et il faut tout le temps le reconquérir d'une certaine manière. Et donc là, c'est le rôle à la fois des lanceurs d'alerte, des groupes de vigilance collective et normalement des chercheurs quand ils ont leur indépendance et leur liberté de parole. Il y a eu l'affaire Menton, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette affaire, qu'on avait beaucoup travaillé sur la question du sel. Il avait simplement dit dans une interview qu'on savait très bien que le sel était un risque majeur pour tout ce qui est cardiovasculaire et que certains lobbies ne voulaient pas en entendre parler. Les salines de Provence, là, je ne sais pas comment elles s'appellent, l'ont attaqué pour diffamation alors qu'ils n'étaient même pas nommés. Ils n'étaient pas nommés, c'est-à-dire qu'il n'avait pas donné le nom de l'industriel ou de celui qui produisait massivement le sel dans l'alimentation, et ils se sont suffisamment sentis accusés pour l'attaquer en justice. Et l'affaire Menton a occupé pas mal là aussi les médias. Alors ça, c'était plus au début des années 2000. Mais voilà, il y a une répétition des figures, et le Mediator a pris une ampleur extrême. Et donc, pour la première fois peut-être, cette affaire va aller vraiment en justice, parce qu'il y a aussi un problème aussi dans le relais judiciaire de toutes ces questions-là. Je vous rappelle que l'affaire de l'amiante n'a jamais passé la barre du procès pénal. Même en Italie, où ils avaient été très loin, la Cour suprême italienne a réussi à annuler les procédures pour une question de prescription, donc sur la forme, avec ce discours du procureur
qui dit à un moment donné, oui, la justice et le droit, c'est deux choses différentes. Oui, c'est quand même ce genre de truc. Et là, on a peut-être la première fois une affaire qui a suffisamment pris forme, mais on voit la durée quand même, hein, c'est très long. Et puis c'est des morts, et puis c'est des souffrances, et aussi des inquiétudes qu'on peut avoir sur un système médical, etc. etc. Voilà. Si Josquin, tu veux dire un truc. Juste pour compléter un petit peu dans la partie dans laquelle on aborde de front le médiateur dans le livre, on l'a associé à un autre sous-chapitre sur le conflit d'intérêts permanent et la fabrique du doute, qui analyse en fait toute une littérature qui a été faite par de nombreux collègues, qui montre comment à la fois il y a d'un côté la construction de la part d'industriels et de systèmes de lobby et d'avocats auxquels ils délèguent ces affaires-là pour construire quelque chose qui est de l'ordre de l'incertitude afin de ralentir l'action et de se donner des marges pour continuer à écouler un stock en attendant que la décision politique se prenne. Qu'on a relié avec d'autres travaux qui, eux, portent plus sur ce qu'on appelle parfois la capture réglementaire, hein, c'est-à-dire que dans le domaine de la régulation de la finance ou dans le domaine de la régulation sanitaire, les intérêts et les pouvoirs, et le pouvoir économique en particulier, sont particulièrement déséquilibrés. Et donc les quelques régulateurs d'État se retrouvent confrontés en fait dans l'urgence à devoir évaluer des dossiers très nombreux, très épais, et sont amenés en fait à s'appuyer sur ce qui est fourni par l'industriel, par le porteur d'intérêt lui-même. Et donc ça finit en fait parfois parce que on est dans un monde qui prend beaucoup appui sur la science, et tant mieux. De temps en temps, en fait, certains arrivent à utiliser ce système-là à leur profit. Et la question étant par la suite de savoir comment ce conflit d'intérêts structurel peut être à la fois pris en compte par l'institution elle-même et donc combattu par l'institution elle-même, donc avec toujours plus de transparence. Mais c'est un combat continu, et de l'autre, pris en défaut, en fait, par des agents qui, en principe, devraient simplement continuer à faire leur travail au sein de cette structure-là, et qui finissent par voir le défaut, et se signalent le défaut, voient que le défaut n'est pas corrigé, et donc se trouvent confrontés à devoir porter, en fait, ce message-là. Merci. Donc j'ai passé la parole à Irène sur donc il y a deux questions qui voilà votre point de vue sur le travail de Josquin et de Francis quand ils décrivent l'affaire du Mediator. Qu'est-ce qu'ils font apparaître qui vous aurait échappé? Enfin, il n'y a pas grand-chose qui a dû vous échapper, mais enfin comment ils vous font regarder autrement l'endroit où vous êtes à vous battre? Et évidemment, peut-être développer un peu plus après sur le Mediator, les compléments, ce qui aurait peut-être pu relever du livre et qui n'en relève pas. Voilà, bon, je vous passe la parole. Et j'éteins. Et j'allume. Bonsoir. Alors, ce qui est, on l'a dit tout à l'heure en conférence de presse, mais je le dis, moi je suis très heureuse d'être là à côté de Josquin et de Francis, parce que c'est eux, pas seulement dans ce livre, mais déjà bien avant, et avec d'autres sociologues et d'autres historiens des sciences, qui m'ont appris ce que j'étais en train de faire. Voilà, c'est-à-dire que faire de la prose sans le savoir, c'est ou faire être lanceur d'alerte, ça n'est pas du tout quelque chose auquel j'avais la moindre référence tout au long de ma démarche. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans l'affaire du Mediator, moi je suis médecin, bêtement médecin, et il se trouve qu'un certain nombre d'indices m'ont mis sur la piste d'une possible dangerosité du Mediator. C'est une très longue histoire. Et que, de fil en aiguille, cette histoire-là m'a suffisamment tracassée pour que j'aille de plus en plus loin dans l'enquête, et ça m'a fait prendre conscience de deux choses. La première, c'est qu'effectivement le Mediator était un poison,
Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait une affaire criminelle sous-jacente, puisque le laboratoire qui le commercialisait était parfaitement informé de la dangerosité extrême de ce soi-disant médicament et le dissimulait de façon parfaitement délibérée. C'est pour ça d'ailleurs que Francis Chateau-Renaud a raison de dire que c'est une affaire qui, on pense, on en est même certain, va aboutir à un procès pénal qui va être absolument passionnant parce que il va aboutir à des condamnations dont j'espère qu'elles seront exemplaires, mais ce sera très important. Ça va être programmé en 2019 au nouveau palais de justice de Paris. C'est un procès qui va durer probablement plusieurs mois, dans lequel il y a plus de 27 personnes morales ou individuelles qui sont mises en examen. Et comme vous le soulignez, à la fois l'industriel criminel, mais également un certain nombre de grands professeurs de médecine et de pharmacie qui vont avoir à répondre de conflits d'intérêts qui sont devenus des délits. Dans le cas de l'affaire du Mediator, un conflit d'intérêts n'est pas forcément un délit, mais ça devient un délit quand ça correspond à ce qu'on appelle une définition de prise illégale d'intérêt, de trafic d'influence, voire de corruption. C'est-à-dire que un conflit d'intérêts n'est pas forcément condamnable. Par exemple, un médecin, et moi je le regrette, mais peut encore avoir des liens très étroits avec l'industrie pharmaceutique et prescrire des médicaments alors qu'il est en lien étroit avec l'industriel qui produit le médicament. C'est un conflit d'intérêts et rien n'interdit cela. Maintenant, il y a de la transparence sur ces liens, mais c'est tout. Par contre, dans l'affaire du Mediator, les juges d'instruction ont découvert qu'un certain nombre d'experts de l'agence du médicament, qui donc devaient donner avaient un rôle d'expertise de santé publique pour l'intérêt général et qui étaient au sein d'une agence publique, étaient par ailleurs conseils pour le laboratoire qui produisait le Mediator, le laboratoire Servier, de façon illégale, via notamment une société écran basée en Allemagne, qui était une société écran qui leur permettait de toucher des émoluments pour des conseils sur la façon de protéger le Mediator, alors même qu'ils étaient au sein de la structure chargée de contrôler le médicament. Donc c'était extraordinairement choquant, et ça correspond à une prise illégale d'intérêt, puisqu'ils touchaient de l'argent auquel ils n'avaient pour le coup absolument pas droit, du fait de leur statut de fonctionnaire public aussi, et de leur rôle, mission d'intérêt général. Voilà. Donc ça, c'est rare que ça soit aussi carré. Enfin, je pense qu'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'affaires sont parties dans le décor. Bon, le sang contaminé, il y a eu quand même un procès pénal, mais enfin très limité, sur une période très précise. Justement, le rôle d'Anne-Marie Casteret, ça avait été de trouver les quelques pièces fondamentales qui ont permis d'aboutir à un procès pénal. Un procès pénal en correctionnel, il n'y a pas de place pour le doute. C'est un document qui atteste que vous saviez, par exemple, que c'était dangereux et que vous avez malgré tout écoulé le sang contaminé. Voilà. Par contre, la multiplicité de négligences est extra. Et plus les acteurs se multiplient, plus les responsables se multiplient, plus ça se dilue et plus c'est compliqué. Et c'est le constat qu'a fait la justice dans l'affaire de l'amiante, en disant finalement, on n'arrive pas à suffisamment identifier les dates, les acteurs et les faits des uns et des autres pour en mettre un ou l'autre en examen. Voilà, c'est trop compliqué. Ce sera pas le cas dans l'affaire du Mediator, et je pense qu'à ce titre, c'est très intéressant parce que le Mediator va pas seulement rendre justice aux victimes du Mediator, en condamnant en particulier le grand responsable qui est ce laboratoire tout à fait criminel, mais il va y avoir une part très très large qui va être consacrée à la question des conflits d'intérêts. C'est-à-dire que la mise en examen de tous ces experts est fondamentale parce que on va avoir là une autopsie pénale, et ça rigole pas, de ces faits là répréhensibles, mais qui sont éclairés dans l'instruction par une analyse très fine des conflits d'intérêts. C'est-à-dire que en fait les juges d'instruction, ils ont mis ensemble tout un tas d'éléments qu'ils ont piochés dans les agendas des ministres, dans les différentes réunions, etc. Ils voient se créer le conflit d'intérêts. Ça n'est pas un délit,
mais tout à coup, tac, ils vont tomber sur le délit qui est que tel expert a touché effectivement, etc. Là, on arrive sur le... Donc, ce sera éclairé, cette structure systémique du conflit d'intérêts qui va capturer l'agence, tout à fait, qui va vraiment petit à petit faire que l'agence n'a plus aucune liberté de décision, qu'elle est complètement enserrée dans cette toile d'araignée de conflit d'intérêts. Ça va être éclairé grâce à ce procès pénal, mais qui finalement n'aboutira seulement à quelques condamnations. Mais ce qui va être très important, c'est cet éclairage. Alors, pour en revenir à votre... Alors, d'abord, je dis pourquoi est-ce que je suis contente de voir Francis et de vous connaître également, te connaître. C'est que moi, quand j'ai fait toute cette démarche d'enquête, qui a duré presque 3 ans, alors au début une démarche d'enquête scientifique et de pharmacovigilance, et quand j'ai vu effectivement que malgré le retrait de ce médicament, il n'y avait pas de réaction forte de l'agence vis-à-vis de Servier, vis-à-vis des victimes, de prise en charge vraie de ce drame, là j'ai compris qu'il fallait sortir du bois et qu'il fallait dénoncer, et c'était la publication du livre. Et là c'est là où j'ai été vraiment traversée par les tensions d'un lanceur d'alerte, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, quel risque je prends, est-ce que ce que je fais est légitime, est-ce que je suis dans la délation, comment je vais sortir cette alerte sans faire harakiri, etc., etc. Parce que moi, à l'époque, je me souviens que je me promenais en disant à mon mari ou à mes amis très proches qui savaient que je voulais absolument sortir ce truc-là et que le livre, finalement, a été la meilleure solution pour mettre cette affaire-là sur la place publique. Et avant que le livre ne sorte, je disais, j'ai vraiment l'impression de me balader avec une ceinture d'explosifs autour de la taille, quoi. Et c'était une impression un peu étrange. Et quand le livre est sorti, a été interdit, j'ai vu passer des mails, notamment des experts de l'agence du médicament qui étaient furieux et qui voulaient me punir par tous les moyens possibles. Et dans ces mails très très agressifs, il y en avait un qui disait « Elle se prend pour un whistleblower ». Et je savais pas ce que c'était qu'un whistleblower, c'est difficile de se prendre pour ce qu'on ne sait pas. Mais je suis allée voir sur Wikipédia, j'ai vu que whistleblower, c'est le terme anglo-saxon de lanceur d'alerte. Et lanceur d'alerte, j'ai appris que c'était une traduction qui avait été proposée par Francis Chateau-Renaud, qui s'était donc intéressé à ces démarches de lanceurs d'alerte et qui ont déjà été théorisées aux États-Unis, en fait, avant de devenir des notions avec lesquelles on commence à être assez familier. Mais à l'époque, même moi, pas du tout. Et quand j'ai lu la définition du lanceur d'alerte, etc., je me suis dit, mais nom d'un chien, c'est dommage que j'ai pas lu ces articles avant, parce que je crois que ça m'aurait aidé dans cette démarche. Et c'est important, effectivement, de repérer dans quel cadre on situe son action. Et je pense que, moi, c'est ce qui me passionne, effectivement, dans ce livre, c'est que c'est bien votre travail, c'est de savoir, en fait, quand on est soi-même un petit pion lancé dans cette affaire-là, on est obsédé par son sujet, de toute façon, et on ne voit pas, on n'a pas le recul nécessaire pour voir que, en fait, on participe d'une vigilance citoyenne qui est indispensable parce que il faut pas se leurrer, la capture des régulateurs, elle revient comme les marronniers, hein, et ça se poursuivra. On sera toujours, mais il faut pas le déplorer, c'est comme ça. On sera toujours dans un système de pouvoir et de contre-pouvoir, de lobby et de contre-lobby. Et on a bien compris ces dernières années que la mobilisation citoyenne, elle est une part essentielle à une vigilance active. Et finalement, on ne peut pas confier les yeux fermés nos intérêts à des comités d'experts, aussi performants soient-ils, parce que ce sont des hommes, et qu'ils vont être sujets à la manipulation de tout un tas de lobbies. Je ne suis pas du tout dans la théorie du complot, mais il y a des phénomènes que les sociologues connaissent bien, qui se mettent toujours en œuvre pour effectivement protéger un certain nombre d'intérêts, et surtout qu'il n'y ait pas des emmerdeurs et des critiques et des grains de sable qui viennent fragiliser des systèmes
qui sont satisfaits de leur fonctionnement. Hein, on peut parler de l'agriculture intensive. C'est un système qui a apporté un bénéfice à beaucoup de gens, du consommateur avec un accès à une nourriture pas très chère, en passant par l'agriculteur qui était drivé par des conseillers agronomes, etc., en passant donc des distributeurs. Donc la mise en place de tout un système qui satisfaisait beaucoup de gens. Et puis vous avez effectivement les troubles faits qui arrivent en disant non mais est-ce que vous avez remarqué aussi qu'on est en train d'appauvrir et de stériliser les sols? Est-ce que vous avez remarqué que à force de mettre des trucs, on tue les abeilles, les machins, etc., etc. Et elle a dit oui, mais il nous casse les pieds celui-là parce que ça marche bien comme ça. Voilà. Donc c'est toute cette mise en tension qui est nécessaire et dont finalement c'est depuis 10 ans que je comprends ce qui s'est passé. Et que je trouve ça passionnant et je le comprends bien grâce à tout un tas de gens qui sont directement ou indirectement venus m'expliquer ce qui se passait. Et c'est exactement ce que vous faites. Et on a eu déjà plusieurs rencontres et plusieurs échanges. Alors, dans le livre, sur l'affaire du Mediator, c'est vrai qu'il y a deux éléments que vous développez et qui sont fondamentaux. Le premier qui est celui du conflit d'intérêts, qui est vraiment consubstantiel du fonctionnement des sociétés humaines, à tel point que moi, la protestante, d'ailleurs c'est même la culture biblique nous permet de comprendre que ce sont des problématiques quand même très très anciennes, hein, les problématiques de conflit d'intérêts, que c'est pas une tare du monde moderne. Dans les prophètes, il est dit que tu n'accepteras point des cadeaux, car les cadeaux aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent le cœur des justes. Et cette phrase, elle est fantastique parce que de quoi parle-t-elle? Elle parle pas de pourris, elle parle pas de bandits, elle parle pas de corrompus, elle parle de ceux qui ont les yeux ouverts et de ceux qui ont le cœur de juste, c'est-à-dire des honnêtes gens. Ceux qui ont les yeux ouverts, on peut dire, sont les experts, qui sont compétents. Ceux qui sont des justes, c'est nous tous qui avons une certaine notion de l'intérêt général, etc., et qui en sommes tout à fait convaincus. Et ce que nous ne voyons pas, effectivement, et moi ça me frappe beaucoup dans l'affaire du Mediator, c'est que avec toute cette éthique personnelle, on pense être effectivement protégé d'un certain nombre de dérives et qu'on peut recevoir des avantages, des cadeaux, des liens. C'est pas seulement financier d'ailleurs, c'est beaucoup plus large que ça, ce que vous signalez de multiples fois, et garder sa propre autonomie critique, son sens critique, etc., guidé par ses principes éthiques et d'intérêt général. Et en fait, ça marche pas. Et ça, c'est su depuis l'Antiquité. Voilà. Donc c'est exactement ce que dit ce magnifique proverbe qui dit effectivement, et c'est ce qui agace toujours les experts quand on leur dit vous êtes sous influence, ils disent mais je suis pas pourri. Mais non, mais c'est bien parce que vous n'êtes pas pourri que ça pose un problème. Parce que les pourris on les met en tôle, enfin on n'en parle plus quoi. Enfin je veux dire c'est voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment souligné, voilà. Et la notion de capture du régulateur, moi c'est quelque chose qui m'a complètement fasciné effectivement, c'est de voir que des gens extraordinairement compétents, une fois de plus, les yeux ouverts, ont petit à petit servi totalement le discours de Servier, et c'est incroyablement caricatural dans l'affaire du Mediator. Alors là où c'est des sujets qui n'étaient pas votre sujet dans le livre, il y a plusieurs choses. D'abord, les marchands du doute, oui. Alors parmi les livres ou les lectures, moi je suis pas une très grande lectrice, c'est pour ça qu'il a fallu que je fasse un peu de rattrapage, et puis c'est surtout les rencontres en fait, et c'est surtout les échanges et les discussions qui moi me permettent de m'enrichir. Mais là, ce bouquin, il m'a été confié par je sais plus qui, là, les marchands de doute, Oresky et Oreskes et Conley, enfin bref, de deux sociologues américains. Alors là, qui a été traduit en français, ça a été la révélation. Là, pour le coup, je l'ai dévoré, c'est un gros bouquin, de A à Z. Et je comprends. C'est-à-dire que à travers la façon dont ceux qui ont les yeux ouverts, les experts, les scientifiques, sont manipulés par des groupes d'intérêt pour que des systèmes ne bougent pas, parce que ils sont utiles à tout, entre guillemets, ils fonctionnent bien pour beaucoup, malgré leur dangerosité.
que ce soit le trou de l'ozone, le réchauffement climatique, en passant par le tabagisme et toutes les menaces, soit sur la santé, soit sur la santé de l'environnement, etc., et qui sont contrées par quelque chose qui ressemble presque à une machination quand on regarde, mais en fait qui font appel à des techniques de manipulation et d'emprise et qui passent effectivement par le transfuge de scientifiques qui vont parfois à leur corps défendant, parfois franchement à l'insu de leur comment est-ce qu'on dit, de leur plein gré. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est toujours très, c'est un monde, ce monde de cette manipulation, elle va de la mauvaise foi à la naïveté totale. Et c'est ça qui est très troublant. Et donc on n'est pas dans un monde manichéen où il y a les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. C'est bien plus subtil que ça. Cela dit, j'ai quand même retrouvé dans ce livre, Les Marchands de doute, des gros méchants, à l'œuvre aussi dans l'affaire du Mediator. Alors là, je suis restée vraiment comme deux ronds de flanc dans les scientifiques qui ont été manipulés ou soudoyés par l'industrie du tabac pour que la dangerosité du tabac actif puis passif soit minimisée, et d'ailleurs ce travail de sape continue encore aujourd'hui, mais ça a été révélé de manière éclatante par les Tobacco Papers aux États-Unis. Eh bien, on s'est aperçu que des scientifiques, certains d'une excellente réputation, mais d'autres, des petits besogneux, mais qui se targuaient de titres ronflants, Collège de France, etc., étaient à la manœuvre, soit par naïveté, soit par effectivement compromission, pour semer le doute sur les études, discréditer les études qui montraient la dangerosité extrême du tabac. Voilà. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est que j'en ai retrouvé un, il s'appelle Jean-Paul Tassin, je peux le nommer, soi-disant au Collège de France, etc., qui a été mis en cause, soi-disant professeur de neurophysio, je sais pas quoi, enfin bref, neurocomportemental, etc. Il a été très très actif pour critiquer et mettre à mal un certain nombre d'études sur la dangerosité du tabac, et il est, je pense, toujours très actif pour donner et rendre des rapports à Servier pour contester la dangerosité du Mediator contre toute évidence, et en se prévalant effectivement de ces titres universitaires. Donc c'est très troublant de voir d'abord des mécanismes en place qui, sur des grandes questions, sont les mêmes que ceux auxquels je me confrontais. Moi, la naïve, à chaque fois, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me disais, bon, de toute façon, le signal, il est évident, donc je vois pas où est le problème. Il est publié, enfin, c'est de l'évidence-based, je suis rationnel, je suis pas du tout... Et je voyais, et je continuais à voir surgir du discrédit, du dénigrement, des gens qui disent, mais n'importe quoi, mais c'est des courants de négationnisme qui perdurent encore aujourd'hui dans l'affaire du Mediator. Je pensais pas que j'attendrais la justice avec cette intensité-là. Et en fait, ce sont des mécanismes beaucoup plus, qui sont connus. Là encore, ça préexiste, c'est à l'œuvre, et c'est très connu de sociologues comme vous, et qui citaient beaucoup ces travaux, Les Marchands de doute. Vraiment, je vous conseille le bouquin, Les Marchands de doute. C'est extraordinaire, et ça fait tomber beaucoup d'écailles. Alors c'est un peu flippant aussi. Et ça permet de comprendre le rôle du regard citoyen, critique, associatif. Il y a pas très longtemps, j'étais avec l'association Que Choisir, qui m'a beaucoup aidé aussi au départ donc je me suis rendu compte, moi qui est la non militante, qu'il y avait bien des ancrages qui existaient, la revue Prescrire que tu as citée, etc. Des collectifs ici et là, et avec qui je continue à travailler depuis toutes ces années pour tenir bon face à ces systèmes qui se reforment très vite, ça s'ébranle, ça se fissure, et puis ça se reforme très vite, parce que derrière, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que ça fonctionne comme avant et que rien ne bouge et ne change. Alors ça, c'est une chose. Et puis la dernière, mais qui est un autre sujet, mais que j'ai appris d'autres sociologues. Et je me souviens là encore d'une lecture qui m'a absolument... je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr... Ça, c'est les criminologues, et la sociologie en particulier de la criminalité à col blanc. Alors ça, c'est un professeur d'Audencia qui a écrit un livre dans les Échos, dans les Échos de
il y a un cercle de discussion sur, je sais pas, c'est pas, c'est du journal Les Échos, le cercle des Échos, ça s'appelle. Il s'appelle Bertrand Vénard. Il est un enseignant dans une école de commerce à Nantes et il s'est beaucoup intéressé. Il est assez spécialisé dans le détail de la criminalité à col blanc et il a publié en janvier 2011 ou enfin dans début de l'année 2011 dans ce cercle des Échos toute une analyse extrêmement référencée. Là encore, c'est là où on se rend compte que les sociologues, ils parlent pas comme ça en l'air. C'est une pensée qui se construit et qui se construit avec des références. Et je trouve cet article qui dit et si l'affaire Mediator n'était pas un cas d'école de criminalité à col blanc. Et là, il détaille tout avec des grandes précautions oratoires pour pas se faire attaquer en justice, mais les messages étaient extraordinairement limpides. Je le vois dérouler tous les mécanismes mis en œuvre par ce qu'on appelle la criminalité à col blanc et avec les déductions de ce qui risquait de se passer, c'est-à-dire des choses qui s'étaient déjà passées et qui allaient advenir. Et donc, pour moi, ça a été extraordinaire de lire ça, parce que c'est ce que je voyais à l'œuvre, sans bien l'identifier. Et ça m'a beaucoup servi, d'abord, pour anticiper ce qui allait se passer, et qui s'est réellement passé. La difficulté de mettre ces gens devant la justice, qui met beaucoup plus vite les casseurs, enfin, tout un tas de criminalités choquantes, immédiates, de rue. Voilà, c'est les comparutions immédiates. Je peux vous dire que la comparution immédiate de Servier, je l'ai souhaité, mais je l'ai pas obtenue. Hein. C'est clair. Et paraît-il qu'il faut que je me réjouisse que le procès pénal se tienne à plus de 10 ans de l'émergence de cette affaire-là, ce qui est insensé en réalité. Et donc, il annonçait toutes les difficultés à venir, il détaillait les mécanismes à l'œuvre, et ça, ces articles-là m'ont beaucoup servi, parce que j'ai pu les donner, par exemple, à l'époque, je travaillais beaucoup avec Xavier Bertrand, qui lui aussi avait du mal à comprendre ce qui se passait face à Servier, et en lisant ça, il a compris que ça allait bien au-delà d'une simple affaire de pharmacovigilance qui tourne mal, mais qu'il y avait derrière effectivement un système criminel extrêmement organisé et qu'il allait falloir être très 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 ferme face à cela, ce qu'il a été. Et il reconnaît qu'au départ, il ne croyait pas complètement. Donc voilà, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que l'apport de la sociologie est absolument majeur. J'ai compris, je vous en donne que quelques éléments. Dans l'histoire des sciences, ma rencontre avec Christian Bonnat, qui est un professeur d'histoire des sciences à la faculté de médecine de Strasbourg, a été fondamentale pour que je comprenne pourquoi des médecins de très bon niveau encore aujourd'hui étaient capables de dire que cette affaire du Mediator n'existait pas, était une exagération médiatique et qu'il n'y avait pas de mort. Et au-delà des conflits d'intérêts, du fait qu'on a intérêt à protéger le sponsor servi, etc., il y a d'autres mécanismes d'incompréhension, de changement de paradigme dans l'histoire des sciences. Là encore, ce sont les sociologues qui sont venus me dire « mais non, mais c'est normal ». Voilà. C'est pas terminé. Bon voilà, c'est pour faire un petit peu la connexion avec ce que vos études. Bon, j'avais une deuxième question, mais on y a déjà répondu. C'était, enfin, peut-être un complément, je sais pas, mais voilà, le point de vue du lanceur d'alerte sur l'intérêt pratique d'un tel livre. Vous venez d'en parler, non seulement de ce livre, mais de la sociologie en général. Sur, enfin, la sociologie en général, pardon, de la sociologie pragmatique critique notamment. On est en plein dedans. Pour un militant, n'importe quelle personne qui se soit impliquée ou concernée, voire menacée par la puissance d'une firme, par des ondes électromagnétiques, par des OGM, voilà. Sans faire un mode d'emploi, je pense qu'on peut pas en faire un mode d'emploi, bien sûr. Mais en tout cas, il semble que toute cette dissécation par vous de ces affaires donne à penser, à comprendre, à voir, à même à agir sur l'affaire. Peut-être une réaction là de Josquin et de Francis sur ce que vient de dire Irène. Très brièvement. Bon, merci de nous aider parce qu'actuellement les sciences sociales sont plutôt attaquées par les pouvoirs. Hein. Pas qu'en France, hein, pas qu'en France. Il y a eu l'affaire Valls et les excuses sociologiques, mais au Japon, ils ont fermé des départements. Enfin, il y a une attaque parce qu'en gros, voilà, c'est pas rentable, quoi.
Ça pose trop de questions, ça fabrique des gauchistes, enfin bon, il y a tout un tas de trucs. Des islamo-gauchistes, il paraît, alors, vous voyez. Non, mais on a le droit à tout. Hein. Alors, d'une part, il y a une pluralité de styles en sciences sociales, il y a des enjeux considérables pour maintenir justement en présent cette culture, ce savoir dont on a besoin pour comprendre ce qui se passe, précisément des choses qu'on sait depuis longtemps et qui continuent à se produire. Donc on est quand même surpris. Par exemple, comment certains pensent que c'est important de jouer au chef de guerre. Voilà, bon, il y a quand même des travaux depuis longtemps, hein, sur, etc. Bon, donc c'est important de maintenir cette tension critique. Et je crois que c'est des savoirs qui sont facilement partageables et qui sont importants. Donc ça, deuxième truc que je voulais dire, c'est il y a effectivement tous ces processus de prise en charge des problèmes par des citoyens, par des chercheurs, et donc c'est pour ça que le livre est pas du tout pessimiste. À titre personnel, j'aurais plutôt tendance à être pessimiste. Le livre n'est pas pessimiste, j'ai pas à vendre mon pessimisme en fait personnel. On a observé effectivement des ouvertures, ce qu'on appelle des ouvertures d'avenir, c'est-à-dire des possibilités de faire bifurquer des trajectoires, de remettre en question des processus, par exemple la relance du nucléaire. Bon, on n'est pas anti-nucléaire dans le livre, mais suffisamment distant pour voir qu'effectivement c'est peut-être pas la solution de repartir sur des nouvelles générations de réacteurs et de faire du neutron rapide, etc. C'est-à-dire des super phénix. Que les leçons de Fukushima, certains les tirent, d'autres les tirent pas. Il y a des différences entre les pays. Enfin bref, c'est très compliqué et de montrer justement qu'il n'y a pas une pente fatale qui est, on appelle, par facilité parfois le catastrophisme. En fait, il y a des catastrophismes tout à fait utiles dans certains contextes. J'ai beaucoup discuté avec Jean-Pierre Dupuis, qui avait fait un très beau livre qui s'appelle Le catastrophisme éclairé, qui était un peu une provocation aussi, qui disait il vaut mieux se placer du point de vue de la catastrophe qui arrive et d'y croire vraiment plutôt que de tergiverser en disant ouais bon mais ça se produira pas, etc. Donc il avait pris ce pari-là, mais ça conduit évidemment à des positions parfois un peu extrêmes où on ne voit plus que la catastrophe en train d'arriver et plus simplement ce qu'on fait tous les jours pour l'éviter ou pour créer des mondes qui sont loin de ça. Donc il y a cette dimension. Mais ça crée un problème pour les acteurs qu'on essaye de mettre en évidence dans le livre, surtout au début, ce qui le rend un peu lourd au début. C'est une entrée un peu lourde. C'est le problème de la hiérarchisation. C'est-à-dire que de fait, si les causes se multiplient, si les causes deviennent tellement multiples qu'on a plein d'acteurs qui prennent la parole dans l'espace public pour dire ce qui est important, oui, le Mediator c'est important, mais enfin quand même, il y a les pesticides. Et puis alors dans les pesticides, il y a le glyphosate. Et puis puis bon, c'est les nouveaux OGM en fait le problème. Vous savez les nouveaux OGM, les NPBT. New Plant Breeding Techniques. Ah, vous savez pas ce que ça veut dire. Parce que c'est les industriels qui ont changé de méthode et maintenant ils font de la mutagenèse. Les OGM, c'est has-been. Et en fait, les anti-OGM sont sur le créneau pour essayer de voir qu'est-ce que c'est ce truc. Mais on va dire, mais non, mais c'est pas dangereux. Regardez CRISPR-Cas9, c'est la solution à tout. CRISPR-Cas9, vous savez, c'est la nouvelle technique dite d'édition génétique où vous allez pouvoir transformer comme ça tranquillement l'ADN, etc. Bon, vous avez plein de déplacements, plein de causes qui arrivent. Nous, on a travaillé sur la pollution de l'air à Paris. On s'est rendu compte que c'était un sujet qui avait été complètement... Oh, mais c'est un vieux truc. La loi de l'air, c'est 1996. On était avec des pics de pollution qui étaient largement au-dessus des trucs les plus rouges d'Air Paris, etc. L'OMS venait de déclarer le diesel comme cancérigène certain. Vous savez, il y a une classification. On ne sait pas, possible, probable et certain. En gros, moi, je le résume. Et donc, on monte en classe comme ça quand les études convergent, etc. En général, ils prennent leur temps pour le faire. Et là, on voyait, ça bougeait pas. Donc, on s'est dit, nous, on étudiait plein de dossiers. Et ce dossier-là était toujours en queue de liste. Parce que quand même, il y a d'autres préoccupations. Le climat, la biodiversité, les déchets radioactifs, voilà, etc. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose. Donc on a fait une petite expérimentation qu'on raconte dans le livre, énervé par les discours des agences, même des journalistes qui disaient « Ouais, de toute façon, c'est l'inertie totale. En France, ils tiennent leur bagnole, et puis les transports, et puis voilà. » Et voilà. L'épandage des agriculteurs, et puis les trucs qui viennent d'Allemagne. Enfin bref, tout ça bougera pas. Vous aurez toujours votre nuage de particules fines en Paris en mars et à l'automne en général. Bon, enfin bon. Et puis toutes les pathologies qui vont avec. Alors, on va jusqu'au cancer. Après, faire les preuves. Alors là, on est très loin de la preuve épidémiologique. N'empêche que tout le monde sait qu'on parle de 44 000 morts prématurés par an, etc. Et donc, on s'est dit, on va créer un groupe en mettant ensemble des gens qui se parlent pas. Donc, il y avait un militant cycliste, Vélorussion, un médecin, un parent d'élève qui se plaignait que ses gosses avaient de l'asthme en permanence, un écologiste politique qui visait les municipales de 2014, il fallait le trouver celui-là,
Un associatif qui tournait en rond en disant je sais plus quoi faire, on les a attaqués sur leurs pubs, sur le microgramme dans les pubs, vous savez, vous avez des obligations, il y a des directives. Quand vous faites une pub pour une voiture, vous devez déclarer en fait les émissions de CO2, les machins, etc. Donc ils les avaient pris en flagrant délit. Et nous. Et on a monté un petit groupe qu'on a appelé les Poumons de Paris. En fait, comme on ne savait pas quoi faire, on n'avait pas de moyens, on n'avait pas le temps, on a créé une page Facebook. Bon, c'est dommage pour Zuckerberg, mais là, on l'a utilisé pour la bonne cause. Et en fait, ça s'est mis à marcher, et à tel point que quand il y a eu la crise de mars 2014, avec des pics de pollution incroyables, en pleine campagne électorale, on a écrit à tous les candidats, et la candidate, disons, de gauche, Hidalgo, a accepté l'idée qu'on avait portée nous-mêmes de créer une conférence de citoyens qui a eu lieu après l'élection, à l'automne 2014, et les citoyens de Paris étaient assez surprenants. Ils ont dit, c'est incroyable tout ce qu'on a découvert lors de cette conférence. Ils ont fait venir des experts selon le procédure de conférence citoyen. Et en fait, je me rappelle d'ailleurs d'un échange assez virulent avec Dominique Baupin qui disait la solution c'est la voiture électrique. Alors tout le monde disait vous avez des conflits d'intérêts, M. Baupin, etc. Enfin, il avait d'autres problèmes en fait, on savait pas. Et on s'était, moi je lui ai dit, c'est pas une solution écologique la voiture électrique, là on n'est pas d'accord. Enfin bref, et n'empêche que les berges de Paris aujourd'hui, la rive droite, tous ces trucs-là sont aujourd'hui le résultat de cette conférence citoyenne. Donc vous voyez, faire bouger les lignes, c'est pour ça qu'on n'est pas pessimiste. C'est-à-dire qu'on se rend compte que parfois c'est une question de convergence, d'intelligence collective, de fabrication de ce savoir et de remobilisation de savoir qui est aujourd'hui accessible. Il faut faire un travail simplement. Et là, effectivement, les sciences sociales sont pas hors sol, sont pas complètement dans un monde à part. Elles sont partie prenante, en fait, des transformations des sociétés. D'où l'idée de sociologie pragmatique des transformations. Voilà. Oui, que dire? Si. Ce que je vous fais dire, c'est que donc votre livre, et ce que vous venez de dire, vous allez dans le détail. Vous allez dans le détail des procédures, des processus, des rencontres, des coups de chance presque, des rebonds. Alors pour moi, ça pourrait être un problème pour les sciences sociales qui veulent quand même sortir des grandes logiques, des grands ensembles. Comment tenir un corpus aussi proliférant, aussi dynamique, en plus aller autant dans le détail, de faire de la casuistique, enfin aller vraiment voir le grain des choses, et malgré tout faire de la sociologie, c'est-à-dire prendre du recul, avoir un regard qui cherche des mouvements d'ensemble, des logiques c'est vite dit, mais des irréversibilités, enfin voilà, comment un regard qui explique et qui comprend, qui explique, ouais. Comment faire, hein. Bon, je sais pas, ma question est claire? Oui. Bon. C'est 2 heures de conférence. Ah non, on n'a pas 2 heures, mais on a 10 minutes. Sinon, j'ai une autre question sur les électrosensibles, moi qui me passionne. Je laisse les électrosensibles à Josquin. D'accord. Merci. C'est bon là. Oui. Donc là, c'est 2 heures de conférence. Non, je le fais en 180 secondes, c'est la norme CNRS maintenant. En fait, d'abord, faut prendre le temps. On est contre la speed science, c'est-à-dire qu'on a mis 8 ans pour accumuler les enquêtes. Il y a eu des textes intermédiaires, on teste, on discute avec les collègues, on présente en séminaire, en colloque, parfois à l'international. On y va doucement. Et on ne cherche pas à faire des trucs très rapides, trop rapides, il faut prendre le temps. Et c'est vrai que retrouver le temps de la recherche aujourd'hui, c'est un enjeu parce qu'on est soumis. Alors on pourrait parler justement des évolutions des mondes de la recherche, de cette espèce d'introduction d'une forme de capitalisme cognitif, faut appeler un chat un chat, c'est-à-dire qu'on est soumis aujourd'hui à des machines qui veulent nous faire publier, breveter, monter des startups à fond, monter des grands projets pour décrocher des ERC, c'est-à-dire des grants European machin, etc. Et il n'y a plus que ça qui compte. Et effectivement, quand on est dans des logiques de beaucoup plus lentes, de tortue presque, on arrive à suivre ça tranquillement, à le partager, à l'organiser. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, j'ai déjà fait 60 secondes, c'est qu'on s'est doté d'instruments numériques, parce qu'on est aujourd'hui dans un monde numérisé. Depuis le début, depuis la fin des années 90, on s'est dit il faut changer de méthode. On ne peut pas, avec des stats classiques, ou avec des monographies, avec des kilomètres d'entretien, on va jamais s'en sortir. Et donc on s'est doté de sociologues numériques, c'est comme ça qu'on les appelle,
qui sont une famille de logiciels qu'on a développés nous-mêmes, tant qu'à faire, parce qu'on s'est dit, on va pas confier ça à des ingénieurs qui vont rien comprendre à ce qu'on veut faire. Et on a monté tout un réseau qui s'est mis à développer le logiciel Prospero, qui veut dire programme de sociologie pragmatique et réflexive sur ordinateur, et le logiciel Marlowe, qui lui est le fils de Prospero, qui est une forme d'intelligence artificielle. Vous tapez Marlowe, M-A-R-L-O-W-E, blog, B-L-O-G, comme un blog, et tous les soirs, il fait une chronique sur Internet qui est accessible. Vous pouvez la lire, et vous pouvez, tous les jours, il fait sa chronique tout seul. C'est une espèce on appelle ça une contre-intelligence artificielle aujourd'hui, rien que pour embêter les Californiens. Et en fait, il suit les dossiers en continu, et on dialogue avec, et on construit précisément cette capacité en râteau, d'une certaine manière. Parce que c'est vrai que quand ça bouge sur le climat, quand vous avez la COP21, que vous avez un débat à Bure sur les déchets radioactifs, qu'il y a une émission de cache investigation sur les pesticides, que vous avez une décision européenne sur les OGM, qu'il y a un truc, etc. Humainement, c'est pas possible. Et même le labo entier, on n'est pas très nombreux, on n'arriverait pas à le faire. Et par contre, là, on a une espèce de socle dynamique, très réflexif, parce que c'est des machines avec lesquelles on discute, en fait. C'est pas des machines qui sont simplement des délégués pour faire un travail de codage, mais c'est des espèces d'empêcheurs de tourner en rond. Et d'ailleurs, Le Monde a fait un article sur Marlowe qui s'appelle « Un robot à l'esprit critique ». Mais le problème du journaliste, c'était pas tellement de faire la promotion de cette expérience, c'était l'angoisse du journaliste de se voir remplacé à terme par des robots. Et ça me faisait rire parce que dans l'entretien, je disais, si vous faites votre boulot, il n'y a aucune chance. Le problème, c'est que si vous recopiez les dépêches AFP, effectivement, là, bon, voilà. Donc il y a cette dimension-là qui nous permet de le faire. Et troisièmement, la théorie, précisément, elle émerge de ces croisements. Quand les acteurs du nucléaire vous disent on va sauver le climat avec des centrales nucléaires, on regarde comment se fabriquent ces arguments-là, on regarde comment convergent à un moment donné des causes, et ça nous permet d'élaborer en fait des théories sociologiques sur la fabrique. Alors là, c'est pas du doute, mais c'est une tentative d'enrôlement dans une direction pour dire on a la solution. Parce que les centrales nucléaires émettent peu de CO2, etc. Ce que disent en face les antinucléaires, c'est qu'effectivement, plus le climat va se dégrader, plus les centrales vont être vulnérabilisées, donc c'est pas la solution. Et donc, on a une nouvelle controverse qui naît. Et donc, c'est comme ça qu'on fabrique, au fond, nos objets, chemin faisant, en s'appuyant sur ce que fabriquent les acteurs eux-mêmes. Voilà, je l'ai fait. Peut-être, juste, alors avant de donner la parole à la salle, on a une demi-heure. Moi, ce qui m'a frappé dans le bouquin, là, c'est les électrosensibles. J'en connais. Et c'est des gens qui sont malheureux parce qu'ils souffrent et à qui on dit facilement qu'ils sont fous, presque, hein, enfin, qui sont tout ça, en tout cas tout seuls. Et dans le livre, vous montrez comment des gens qui, parmi eux, il y en a qui sont devenus clochards. Hein, il y a un gars à Strasbourg qui est devenu clochard, qui a dû fuir la ville, quoi. Eh bien, comment ces gens à qui on dit votre problème il est singulier, c'est le vôtre, c'est que le vôtre, c'est pas celui des autres. Comment ces gens, à un moment, émergent, se rencontrent, trouvent des alliés, et aujourd'hui, les maisons, la MDPH, les maisons des maisons départementales des handicapés, un nouveau Cotorep, enfin, ça succède au Cotorep, ont déclaré quelqu'un qui était malade des ondes, malade, handicapé, maladie professionnelle. Voilà. Bon, ça, moi, ça me donne confiance. Non pas parce que je crois forcément à la nocivité des ondes, mais parce que je crois que des gens qui sont malades, il faut en prendre compte et il faut qu'ils aient les moyens de s'organiser pour se défendre. Et je crois que Josquin a écrit un article là-dessus. Hein. Josquin et peut-être Francis en même temps, je sais pas. Du coup, on a coécrit un article il y a quelques années sur ce sujet-là parce que ce qui nous intéressait, c'était de voir comment, dans un dossier très technique comme celui des effets sanitaires des ondes électromagnétiques, qui avait engagé toute une série de questionnements sur la manière dont il pouvait y avoir un mécanisme d'action de ces ondes. Enfin, il y a des mécanismes qui sont connus donc toute la régulation s'est faite à partir de ces mécanismes-là, c'est-à-dire des mécanismes énergétiques dont il a fallu protéger les personnes qui utilisent des téléphones portables qui sont à côté des antennes, etc. Donc on a le régulateur a travaillé par analogie avec des ondes plus énergétiques. Et à mesurer où est-ce qu'il y avait des effets thermiques. Il a ensuite mesuré où est-ce qu'il y en avait plus, et ensuite il a appliqué comme
C'est la procédure des coefficients de division pour dire, voilà, une fois qu'on a établi cette norme-là, a priori, il y a vraiment plus aucun risque. Et avec tout un débat ensuite sur justement des aspects très techniques, très métrologiques sur cette idée de l'énergie qui vient impacter le biologique. Et surgissent des individus qui, eux, se réclament d'une autre vision, qui disent souffrir, etc., et qu'on ne peut pas comprendre si on reste dans cette première vision. Alors, nous, on n'est pas là pour dire c'est vrai, c'est pas vrai, c'est un effet psy ou etc. C'est pas notre registre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment, en fait, à la fois ils viennent entrer en conflit avec des représentations des métrologies très installées, un espace de calcul bien posé, et vient en fait un élément perturbateur, enfin des éléments perturbateurs qui doivent affronter de nouveau cet espace posé et faire valoir en fait une expérience corporelle, un autre système de mesure incompatible avec le premier. Et donc c'est d'une part ce qui nous intéressait, de l'autre aussi c'est la dimension de l'hypersensibilité, de la vigilance, donc qui n'est pas que chez les électro-hypersensibles. Donc il y a toute cette dimension-là qui en était une bonne illustration de comment socialement en fait on gère cette hypervigilance, ces sensibilités particulières, parce que souvent en fait de proche en proche on a toujours une difficulté à partager du sensible. Si on est devant un tableau, on dit tu as vu ce bleu, la personne en face vous dit ben c'est pas bleu là, c'est gris. Et en fait, donc il va falloir essayer de trouver un langage commun. Et donc pour trouver un langage commun, on va essayer de trouver des expériences communes. Donc essayer de trouver des expériences communes de qu'est-ce qui est le bleu. Mais quand on est face à un hypersensible, la personne vous dit de toute façon, j'ai une expérience propre que tu ne pourras jamais partager. Et dans ce cas-là, comment en fait communiquer sur du sensible quand en plus on ne peut pas produire ces expériences communes. Et l'autre point qui nous intéressait, c'est la question des vulnérabilités. Dans beaucoup de nos dossiers, dans ces dossiers sanitaires, dans les dossiers sur les risques, il y a toujours les populations sensibles, les populations vulnérables. Et elles sont toujours séparées de la population générale. Alors que, si on regarde de qui il s'agit, c'est les enfants, c'est les femmes enceintes, c'est les personnes âgées, c'est les malades, c'est-à-dire c'est des éléments de la population générale à un moment donné. Et donc, on a essayé de voir comment en fait, ces hypersensibles sont aussi représentants de la population générale, alors que dans les systèmes réglementaires, ils sont généralement mis de côté, justement marginalisés par rapport à cette population. Et donc, comment on les réintègre en fait? Ouais, ce qui m'avait énervé, moi, c'est le discours officiel sur les personnes en bonne santé peuvent sortir quand il y a des pics de pollution, c'est aucun problème. C'est-à-dire qu'en gros, c'est en bonne santé autant T, et on se fout complètement de savoir si, au fil du temps, par accumulation, etc. Donc cette idée de virilisme, en fait, je suis marathonien, ouais, de toute façon, moi je passe à travers tout, etc., reste présent, qui a beaucoup marqué les classes ouvrières. C'est-à-dire que ça a été très longtemps une manière de dénier le risque, en considérant que le boulot, c'était de toute façon se taper les maladies qui allaient avec, et c'était pas un problème. Et ça a plombé énormément de sujets. Et là, on le retrouve, en fait, dans le discours officiel, pour dire, c'est uniquement pour les personnes sensibles, vous restez chez vous, et les autres, etc. Alors, évidemment, quand on a vu les matchs de foot, ou les trucs à la périphérie de Paris, pendant les pics, et là, on avait les super virils qui allaient jouer au foot, mais qui commençaient à tousser pendant 15 jours après, et les médecins disaient, là, il y a un problème. Effectivement, donc on voit qu'en fait, ça bouge, et qu'il n'y a pas justement une espèce d'identité d'hypersensible, mais que c'est bien une question de construction sociale, et aussi là, de mise en évidence de nouvelles formes de signes qu'on ne sait pas interpréter normalement. Oui, moi je voudrais juste dire, pour moi c'est la qualité de votre livre là, c'est que vous prenez en compte vraiment des processus, des évolutions. Il y a aucune essence, il y a rien, il y a tout qui bouge et vous êtes capable de décrire ce qui bouge. C'est fabuleux. Enfin ça m'a beaucoup intéressé. Il est 7h30, on est en plein dans les délais là, c'est merveilleux. Je pensais pas. Donc on a une demi-heure pour discuter tous ensemble et peut-être je sais pas, par politesse, je vais m'adresser à Rennes, parce qu'à Rennes, ils nous voient en tout petit. Oui, Damien, tu nous vois en tout petit. On est là.
Alors, tu peux. Est-ce que à Rennes, il y a des questions déjà à propos de Oui. tout ce qui a été dit là, que ça soit à Francis, Josquin, Elle va être Irène, etc. Bonjour. Du côté un peu des politiques, on entend un soutien aux lanceurs d'alerte et, comme certains disent, en même temps, il y a aujourd'hui une loi qui est en application au niveau européen et dont les décrets, je crois, les formes d'application en France ont été discutées à l'Assemblée nationale, qui vise à protéger le secret d'affaires. Est-ce qu'on ne va pas là renforcer effectivement l'omerta qui permet de protéger justement des comportements délictueux tels qu'on a pu en connaître? Rapidement, moi je me bats contre ce truc depuis 3-4 ans en fait. On avait vu venir ce truc, puisqu'il y a une directive européenne dont on savait qu'elle allait être transposée. Elle a failli être mise en place en 2016, puis finalement ça a été différé parce qu'il y avait la loi Sapin qui arrivait, qui elle était censée protéger les lanceurs d'alerte. Et effectivement, là il y a une espèce d'insécurité juridique, on va dire, qui va être créée pour pas mal de choses. Donc évidemment, on peut en faire plusieurs lectures. Moi, ce que je vois surtout, c'est que ça va créer des tensions énormes sur tout un tas de métiers, pas uniquement les lanceurs d'alerte individuels qui émergeraient dans les organisations. Ça va être vrai pour les journalistes, qui d'ailleurs sont vent debout contre ce truc-là, contre pas mal de métiers qui ont des responsabilités et à un moment donné doivent passer le signal où faire passer l'intérêt général devant des intérêts commerciaux et cette loi faite au pas de charge, c'est-à-dire c'est ça aussi un des problèmes, c'est-à-dire que la manière dont ça a été fait est déjà en soi contestable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le temps du débat, il y a eu une espèce de cavalerie qui a été faite avec des garanties qui sont complètement bidons, c'est-à-dire qu'en gros on vous dit mais ne vous inquiétez pas, on a prévu, dans le cas où le lanceur d'alerte, par exemple, est parfaitement légitime, il sera protégé. Qui définit la légitimité de qui? On voit bien que s'il faut refaire le parcours d'Irène pendant 10 ans pour se sentir légitime, d'abord on perd du temps, on est dans une situation de créer quasiment de la paranoïa, quoi. C'est-à-dire de mettre les gens dans des situations, tout le monde n'est pas Antoine Deltour et n'a pas cette possibilité à un moment donné de sortir des informations, en prenant le risque de le faire d'ailleurs, et on voit bien un cas limite. Optimisation fiscale, ça va tomber dans le secret des affaires ou pas? Ils ont en plus élargi considérablement les notions qui permettent de faire tomber sous le secret des choses qui normalement ne pourraient être évaluées par d'autres, et on se retrouve dans des situations de tension, y compris pour l'expertise scientifique, où on n'aura pas accès, par exemple, parce qu'il y aura un brevet, parce qu'il y aura des choses qui empêcheront en fait d'aller voir ce qui se passe. Et donc ça va, à mon avis, poser. Vas-y. Pour citer, par exemple, un exemple typique extrêmement nocif du secret des affaires dans les affaires sanitaires, ça a été le drame de Rennes de Biotrial, lorsqu'il y a eu donc un patient volontaire sain pour une expérimentation qui est décédé. On n'a pas pu, nous, citoyens qui nous livrons à ces expérimentations de notre plein gré, enfin en principe, parce qu'on pense que c'est important pour l'intérêt général, des volontaires qui vont expérimenter des médicaments, c'est une démarche aussi qui est forte et qui nécessite une transparence totale sur les risques pris par les concitoyens qui se prêtent à ces expérimentations. Eh bien, après un décès, on n'a pas eu accès à la majorité des informations, même pas le protocole concernant l'expérimentation, au nom du secret des affaires. Ça a été finalement sorti par le Figaro, le protocole, avant la NSM, qui ne se sentait pas en droit de le publier parce que ça protégeait les affaires du labo qui souhaitait commercialiser cette drogue. Donc c'est extrêmement puissant et ça peut vraiment être un objet de dangerosité majeur en santé publique. J'ajouterais juste que ça va surtout produire une discrimination entre les causes où les acteurs parviendront à faire des grandes coalitions avec une certaine force pour justement rendre public et soutenir ceux qui auront rendu public,
et ceux qui n'auront pas ces moyens. Parce qu'en fait, on n'a pas toujours le bon réseau qui va permettre d'avoir à la fois les avocats, les médias, les soutiens politiques. Alors, prenons l'exemple, par exemple, d'André Cicolella, quand il a eu son affaire des éthers de glycol. Il était bien seul. Alors maintenant, il a tout un réseau et il a appris à faire du lobbying avec son réseau environnement santé. Il a réussi à faire bouger sur les perturbateurs endocriniens, par exemple, qui est un de ses grands combats aujourd'hui. Mais à l'époque, sur les éthers de glycol, il s'est retrouvé en justice, licencié par son employeur. Et donc, ces différences-là, si on les voit toujours de manière statique, c'est-à-dire on pense que tout le monde on est tous plus ou moins égaux, comme on sait, et il y en a qui sont plus égaux que les autres, surtout en matière juridique. Là, c'est vraiment mal pensé. Et justement, oublier les apprentissages portés par les sciences sociales que de considérer que parce qu'il y a une loi, les gens sont protégés et ils pourront faire valoir en justice que non, leur information était vraiment liée à l'intérêt général. Sachant qu'en plus, qui définit l'intérêt général, on le voit bien. Est-ce que c'est un préfet? Est-ce que c'est un ministre? Est-ce que c'est un lobby? Est-ce que c'est la Commission européenne? Est-ce que c'est le Parlement? Est-ce que c'est l'ensemble, l'opinion, le sondage d'opinion, le dernier qui est sorti, etc., etc. On est dans des choses qui sont extrêmement vulnérables aux manipulations. On a répondu à la question. Peut-être encore Rennes, Nantes, je ne sais pas, avant de passer la parole à Brest. Muriel, enfin Muriel, je connais que Muriel à Nantes, mais je vois du monde. Oui, Hervé, il y a une question. Vous nous entendez bien? Il y a une question à Nantes qui va être posée. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a un moyen de se former à Prospero par le réseau des surfistes, par exemple? Ou est-ce qu'il faut appartenir à votre laboratoire? Comment employer cet outil? Alors, donc, c'est un outil que vous pouvez télécharger en ligne gratuitement. Vous avez juste à signer une charte d'usage disant que vous n'avez pas à l'utiliser pour être méchant, en gros. Mais on n'a pas les moyens de vérifier, mais vous vous engagez à ne pas suivre les personnes en particulier, à ne pas, enfin, voilà, vous engagez à un certain nombre d'actions éthiques, voilà. Pour le faire, et ensuite vous en avez mais c'est un logiciel qui date, c'est un logiciel qui est fait pour les chercheurs, et donc la prise en main est parfois difficile. On met à disposition un petit tutoriel en PDF qui commence à avoir un peu vieilli, mais qu'on essaie de corriger, et puis on donne en fait un atelier tous les mois de novembre à février à l'EHESS, qui est ouvert donc sans inscription, enfin sans frais d'inscription, mais auquel si vous avez les moyens de vous déplacer malheureusement à Paris, vous êtes les bienvenus. Peut-être, j'ai entendu le mot urfiste, non? Enfin, en tout cas, il y a le réseau Formadoct qui s'occupe de la formation des doctorants, qui peut, enfin, je sais pas, je parle sous le contrôle de Damien, de Muriel, qui pourrait éventuellement faire venir Josquin, si vous accepteriez de venir jusqu'à Rennes ou Brest, enfin, bon, au moins Rennes, et d'organiser une formation pour le réseau Formadoct. Derrière, il y a l'UBL, il y a tous les doctorants qui travaillent sur des thèses. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a développé pas mal de contacts internationaux et on est super sollicité au Brésil, en Colombie, en Tchéquie même. On était à Prague la semaine dernière, en Allemagne, puisqu'on a en plus une convention de recherche avec des Allemands. Et là, on peut pas. Voilà, on a un vrai problème. On va y penser sérieusement. C'est de former des formateurs. C'est-à-dire que nous, on peut plus répondre à toutes les sollicitations. Alors, on peut peut-être faire un robot formateur, hein, je sais pas. Non, on va pas aller jusque là. Mais il y a moyen en fait de se rapprocher du réseau et de développer par collaboration effectivement des équipes. Il faut que ça soit collaboratif. L'intérêt de ce logiciel, c'est vraiment le travail collectif et le partage des savoir-faire. Et en fait, quand ça prend, il y a une dynamique qui se crée et l'apprentissage se fait assez bien. On peut même rentrer après dans le cercle des développeurs facilement. Bon, les urfistes font partie du réseau Formadoc. Il y a une urfiste à Paris. On pourrait leur demander d'aller se former et de venir chez nous après. Bien. D'autres questions? Nantes, Rennes, Brest? Donc dans le désordre, enfin par rapport à tous les sujets qu'on a évoqués, parce que c'est très concentré en même temps, ça part dans différentes directions. J'ai une question à Rennes, si tu peux la prendre.
Enfin, c'est moi qui ai envie de poser une question, en fait. Oui, vous m'entendez? Allô? Allô? Oui. Oui, d'accord. Donc, à Rennes, nous avons reçu récemment un autre lanceur d'alerte, James Dunn, qui a permis de mettre un focus sur le scandale Amesis, donc la vente de matériel de surveillance électronique à des régimes dictatoriaux. Et nous avions évoqué un projet qui est celui d'une maison des lanceurs d'alerte pour accompagner juridiquement les lanceurs d'alerte, les aider dans les procédures et ce qui était important dans le cas de James Dunn aussi, leur donner une aide psychologique et même financière. Et j'aimerais savoir ce qu'en pensent les personnes de la table ronde, et particulièrement Irène Frachon, de ce projet. S'ils en ont entendu parler, je ne sais pas si c'est très médiatisé. En fait, c'est un projet qui a été déjà développé par Transparency International, qui est une ONG qui se consacre comme son nom l'indique d'ailleurs, à la lutte contre la corruption et la protection des lanceurs d'alerte. Et c'est une idée qui est soutenue effectivement par cette organisation, enfin par cette association qui est intéressante, qui est de mettre. Ils ont d'ailleurs publié des livrets du lanceur d'alerte. Enfin, ils développent un petit manuel du lanceur d'alerte. Et ils ont des contacts. Enfin, il y a des possibilités. Moi, une grande difficulté que je vois à tous ces processus-là, d'une part, c'est qu'un lanceur d'alerte s'identifie comme lanceur d'alerte de manière, et puis ensuite, bon après, c'est effectivement les moyens. Enfin, en France, apparemment, on s'oriente plus vers une sorte de protection de l'alerte qui passerait par le médiateur, enfin qui passerait plutôt par des voies plus balisées sur le plan législatif. Mais l'idée d'une maison des lanceurs d'alerte, moi c'est vrai que trouver des ressources quand on est dans ce type de démarche, c'est important. Très souvent, des gens m'écrivent par mail pour me demander comment j'ai fait, comment faire, etc. Je suis toujours très très ennuyée de répondre, c'est très compliqué. Il faut mais ce type de structure répondrait assez bien, effectivement, à ces demandes. Alors, il y a des organisations autour des lanceurs d'alerte. Par exemple, mon ami Daniel Ibanez, qui est un lanceur d'alerte important pour dénoncer un projet extrêmement coûteux et probablement peu intéressant, qui est le creusement d'une ligne pour relier Paris et Turin, le Lyon-Turin, et depuis maintenant, c'est la 3e année, organise un salon des lanceurs d'alerte qui dure 2 jours, du livre et de l'alerte. Voilà, c'est ce qui est beaucoup plus subtil, c'est-à-dire que ça passe par effectivement l'exposition de très nombreux livres, parce que souvent le livre, c'est vraiment le moyen de relayer l'alerte. Donc le livre, ça s'appelle le Salon des livres et l'alerte. Il y a un petit jeu de mots derrière. Et ça permet petit à petit que se coordonnent, se rencontrent, se connaissent des gens comme moi j'ai rencontré Antoine Deltour, Karim, alors j'ai oublié son nom, qui est celui qui a dénoncé pour Arcelor le déversement d'acide dans un crassier. J'ai plus son nom en tête, mais que Daniel Ibanez soutient dans le cadre de ce collectif. Il prend des signatures pour l'aider, pour essayer de débloquer un peu certaines attaques dont il est l'objet, en sollicitant le procureur de la République pour accélérer les procédures, etc. Donc on voit bien que se dessine un peu cette notion, en tout cas, d'un réseau qui permette à ces lanceurs d'alerte ou ceux qui pensent être dans ce type de processus de se rejoindre. Il y a aussi un site internet qui a été lancé par Caroline Chaumet, ça s'appelait Les Insoumis, et puis comme pour pas le confondre avec le parti, c'est devenu le mur de l'alerte ou quelque chose comme ça, et très régulièrement aussi c'est incrémenté par des nouveaux témoignages, etc. Donc il y a des initiatives pour essayer petit à petit qu'il y ait quand même des possibilités d'échange, de rencontres, de soutien, de collectifs sur tel ou tel lancement d'alerte, etc. pour supporter certaines actions. Oui, non,
fait. Non, c'est une initiative qui est aussi portée par l'association Sciences Citoyennes, qui a été créée il y a une quinzaine d'années par justement André Cicolella et Jacques Testard, et qui continue ses activités et qui porte aussi ce projet. Mais je voulais juste, moi, poser la question plutôt de la contre-expertise, c'est-à-dire comment arriver, parce que avoir des lanceurs d'alerte et des lieux où on reçoit un peu tout le monde, ça risque vite de poser problème pour arriver précisément à discriminer d'une certaine manière ce qui porte sur des choses assez importantes, techniques, etc., ce qui est plus de la maltraitance de personnes, parce qu'on va avoir les deux forcément. Et moi j'ai toujours plaidé pour la séparation du lanceur et de l'alerte, comme en balistique justement. C'est pas une métaphore, hein, c'était sérieux la balistique sociologique. C'est-à-dire que vous balancez un truc où à un moment donné, le lanceur se sépare de ce qu'il balance, parce que sinon, à part Elon Musk qui fait tout revenir en même temps, etc. Mais enfin lui, je veux dire, séparer l'alerte, ça veut dire avoir une capacité d'expertise et de contre-expertise. Et pour ça veut dire qu'il va falloir travailler dans l'intérieur aussi les professions, les administrations et les milieux de recherche, parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est plutôt au contraire la construction de murs de silence ou en tout cas d'incommunicabilité, où chacun reste confiné dans son monde et ne va pas sortir pour éviter d'apparaître précisément comme un militant, comme un chercheur engagé, ce qui est actuellement critiqué, très mal vu, et il y a même une offensive médiatique contre la sociologie critique, par exemple, ou contre les sciences qui est au service de l'écologie, etc., où c'est très très violent. Et donc là, je pense qu'il y a aussi un travail à faire de l'autre sens. Si on ne le fait que d'un côté, on risque d'avoir quand même un peu à la maison des plaintes, mais enfin un truc qui risque de tourner, et il faut arriver à rééquilibrer, c'est-à-dire à aussi remettre en circulation les choses dans les espaces organisés que sont les milieux professionnels, les entreprises, bien sûr, les organisations, les administrations et surtout les milieux de recherche. Moi, je me rappelle pour avoir travaillé sur les gaz de schiste, qui est un des cas qu'on a beaucoup traité, les acteurs de terrain ne trouvaient pas de chercheurs pour venir faire des contre-expertises sur les couches géologiques. Et heureusement, il y a une bande de géologues de Montpellier qui s'est auto-saisie de la question, qui a reçu des lettres d'insultes du président de l'université. Alors on a appris beaucoup plus tard qu'à Montpellier, finalement, on avait des gens assez... Bon, c'est pas grave. Mais ils ont fait une contre-expertise de géologues, parce qu'en plus le Gard était impliqué sur des projets d'exploration et de fracturation de la roche. Et c'est les seuls à l'avoir fait. Sur Sivens, Ben Lefete, qui était un leader de la contestation, me dit « j'ai pas trouvé un seul chercheur dans le sud-ouest pour venir nous aider à faire la contre-expertise ». Et donc il y a aujourd'hui ce problème qui est, à mon avis, très important. Je sais que c'est quand même un des enjeux aussi de faire circuler dans la recherche ces questions-là, pour que ça soit pas justement des mondes complètement où on va simplement regarder les revues de rang A dans lesquelles il y a des publications qui vont dire la vérité ou sur un sujet, parce que ça c'est toujours en général trop tard, quoi. D'autres questions? Nous à Brest. Oui, il y a une question là-bas, Nicolas. Oui, j'ai une question concernant la protection des lanceurs d'alerte. Le défenseur des droits, actuellement c'est Jacques Toubon en France, dispose d'une compétence en matière de protection et d'orientation des lanceurs d'alerte. Qu'en pensent nos intervenants? Est-ce un dispositif efficace à leurs yeux? On n'est pas compétent sur grand-chose, en fait. Ça ne nous empêche pas de parler, c'est ça qui est bien. Non, c'est une très bonne question. Le problème, c'est un peu ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que le défenseur des droits, il se place dans un cadre constitutionnel et institutionnel essentiellement, c'est-à-dire qu'il a une vision, normalement, des droits fondamentaux. D'ailleurs, Toubon vient de faire un exercice tout à fait remarquable de rappel de ce que c'est qu'un droit fondamental. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il ait les moyens de mobiliser l'expertise quand les alertes vont toucher à des choses qui vont être assez pointues, techniques, compliquées, incertaines, avec justement à rassembler des milieux d'expertise. Et donc je pense plutôt aux agences. On a des agences. Nous, on a beaucoup travaillé. Notre conflit d'intérêts majeur, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'environnement, qu'on remercie d'ailleurs dans le bouquin. Parce qu'on a travaillé pendant 8 ans pour eux avec soi-disant une liberté de parole totale. Mais on voyait bien que
quand on rencontrait la direction de l'agence, c'était une liberté de parole négociée, quoi. C'est-à-dire que fallait pas être trop gauchiste, trop radical, trop machin. Puis c'était quand même vachement important les technos pour sauver le monde, etc. Donc dans le bouquin, on a arrêté la convention pour pouvoir écrire le livre. C'est-à-dire qu'on a arrêté de travailler pour l'agence pour reprendre notre liberté. Donc il y a tous ces mouvements-là. Mais les agences sont des lieux qu'il faut aussi travailler dans ce sens-là, qui doivent être des relais sérieux de prise de parole. Et l'ANSES a signé une charte avec l'IRSN, l'INERIS, je crois. Il y en a plusieurs. Une charte d'ouverture à la société. C'est-à-dire que normalement, toutes les questions sont bienvenues, reçoivent une réponse, et on peut proposer des débats sur des sujets qui concernent les relations entre sciences, technologie, industrie et société, autour des questions de santé, si c'est la santé qui est le cœur de l'expertise de l'agence, environnement, climat, technologie, à l'IRSN ce sera le nucléaire, et ils ont fait cet engagement-là. En fait, on se rend compte que pour l'instant ça reste très très communication, mais c'est quelque chose dont là aussi les groupes doivent se saisir. Il ne faut pas laisser les institutions vivre toutes seules, il faut aller les travailler de l'intérieur, et là il y a des possibilités, parce que le défenseur des droits, oui, il peut intervenir beaucoup sur des questions de discrimination et le lanceur d'alerte est parfois discriminé, évidemment, c'est bien pour ça qu'il faut le protéger. Mais on voit bien que, vu la file d'attente de dossiers qu'il a, ça risque d'être traité un peu par-dessus la jambe. Et à mon avis, il faut plus faire monter en puissance les agences qui sont aussi en demande parfois de signaux un peu hétérogènes, venant pas toujours des mêmes canaux. Je pense par exemple à l'autorité de sûreté nucléaire, qui est évidemment dans une espèce de yo-yo, et parfois joue vraiment le gendarme du nucléaire, et les exploitants, EDF, Areva et compagnie, n'aiment pas trop l'activité de cette autorité devenue vraiment indépendante, et parfois évidemment est plus dans une position en disant bon, on vous met des contraintes, mais vous n'êtes pas obligé de fermer Fessenheim tout de suite, hein, parce que bon, on a bien compris que si on n'arrivait plus à faire le PR, enfin, bon, etc. Donc il faut trouver des équilibres. Ils sont dans une position politique compliquée. Mais n'empêche qu'ils sont preneurs de signaux, y compris, et l'ancien président le disait, sans le réseau sortir du nucléaire, j'aurais jamais obtenu l'indépendance de cette agence. Vous voyez, donc les pouvoir contre pouvoir, effectivement, c'est à construire à chaque fois, et c'est plutôt dans ce schéma-là, je pense qu'il faut vraiment penser la protection. C'est plus dans l'organisation de rapports de force, finalement, par des acteurs qui savent ce qu'ils font, plutôt qu'une solution juridique unique, qui, à mon avis, va vite soit faire l'embouteillage, soit devenir vite rhétorique. Oui, là-bas, alors. Oui, mon propos s'adresserait plutôt au docteur Frachon, là, puisque ça reste dans sa partie. Vous êtes retrouvé lanceuse d'alerte au travers de votre profession par rapport aux gens qui se trouvaient concernés par le problème que vous avez soulevé. Eux-mêmes n'étaient peut-être pas en mesure, effectivement, à leur niveau de prendre cette position. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué quand on voit quel a été votre parcours jusqu'à aujourd'hui dans l'affaire que vous avez mis en avant. Mais dans le même domaine, la personne lambda, quelque part, c'est beaucoup plus compliqué, vu votre propre parcours. Mais je prends mon exemple, puisque j'ai été concerné par un médicament. Tout à l'heure, vous disiez, au travers de l'affaire qui s'est déroulée à Rennes avec la mort de la personne, en fait, quelque part, on est tous ici des testeurs de médicaments, et moi, j'en étais à l'occasion au travers de quelque chose qui devrait peut-être vous parler, c'est à savoir, c'est la molécule, la pseudoéphédrine. À une époque, vous me démentirez peut-être, à une époque, il y avait tout un tas de médicaments qui étaient remis sous ordonnance, et puis un jour, dans notre société, elle est tellement bien faite, on s'est dit pourquoi pas tout libéraliser. On a libéralisé énormément de médicaments, et dont, entre autres, cette molécule. Moi, j'y ai eu droit il y a 5 ans. Ça m'a valu de finir au bloc opératoire. Depuis, j'ai toujours des soucis. Et quand je discute à chaque fois, puisque j'ai rencontré les toubibs de Saint-Malo, de Quimper, de Concarneau, de la Cavale Blanche à Brest, à chaque fois que je leur parle de mon parcours et du produit, il y a même des toubibs eux-mêmes qui m'ont dit qu'eux-mêmes avaient été pris par cette molécule. Quand je leur dis, en fait, quelque part, c'est leur boulot aussi de faire remonter toute cette problématique. Moi, j'ai saisi le ministère de la Santé à Paris par un dossier recommandé. Bien sûr, vous doutez bien que je n'ai eu aucun retour. Et quand on sait aujourd'hui la gravité et ce que peut provoquer la pseudoéphédrine aujourd'hui dans notre société, et que ça passe aujourd'hui sous silence, et bien que j'ai vu des documentaires d'Élise Lucet à la télé
au travers de ce qu'elle fait avec Envoyé spécial. Il y a eu un documentaire qui a été consacré uniquement à la pseudoéphédrine et que des grands toubibs à Paris se battent pour la faire remettre sous ordonnance, et puis qu'on voit qu'aujourd'hui ça n'avance pas. Comment voulez-vous que le Pékin lambda que je suis puisse faire quoi que ce soit, puisque de toute façon, c'est vrai que moi ça vole pas très haut, quoi. Quand on voit les difficultés que vous-même vous avez rencontrées, c'est juste un exemple. La pseudoéphédrine, vous l'avez utilisée comme vasoconstricteur, enfin, c'est ça, ouais. Alors ça, pour moi, c'est un sujet de stupéfaction, cette affaire de pseudoéphédrine, parce que des grands pharmacologues, depuis des années, bataillent pour faire interdire la pseudoéphédrine, sans succès. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est absolument délirant comme histoire. C'est un prescrire très régulièrement dit qu'il faut bien sûr le supprimer, et ça n'est toujours pas le cas. Et c'est donc présent dans un certain nombre, en cocktail, dans un certain nombre de produits donc vasoconstricteurs, et ça provoque rarement, mais quand ça arrive, c'est pas marrant, des accidents vasculaires cérébraux très graves ou autres. Et je vois régulièrement passer à nouveau des coups de gueule, notamment de pharmacologues, enfin effectivement d'experts qui connaissent parfaitement les risques de la pseudoéphédrine, et sans que j'ai vu de réglementation émerger. Je ne comprends pas pourquoi. Je suis incapable de vous dire, et je partage votre indignation complètement. Ouais. Il y a vraiment un sujet pseudoéphédrine. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? C'est une question qui m'est souvent posée. Bon, une dernière question, toute dernière question. Rennes, Nantes, Brest. Oui, je voudrais revenir sur la question de l'engagement du chercheur, parce qu'on voit bien que dans nos enquêtes, on est régulièrement amené à constater des situations soit de dangerosité, soit même parfois de criminalité par rapport à certaines situations qu'on observe en tant que chercheur en sciences sociales ou avec les chercheurs en sciences de la nature. Ça peut porter sur des problématiques environnementales ou de santé, voire les deux. Et donc c'est un peu technique du point de vue de la sociologie, mais je voudrais savoir si la sociologie pragmatique que vous pratiquez offre, selon vous, un espace d'accueil, voire d'épanouissement aux chercheurs qui sont confrontés à ces situations. Et si oui, comment vous y arrivez par rapport à la sociologie critique classique? On va finir sur un débat épistémologique. Non, moi, la sociologie critique, c'est une invention de Boltanski dans les années 90 pour dire pourquoi il faisait plus du Bourdieu, parce que les gens avaient mis du temps à comprendre qu'il s'était séparé du maître, etc., qu'il avait sa propre logique et qu'il faisait de la sociologie de la critique. Donc, il y a eu cette idée. La sociologie est toujours critique. Moi, je pense qu'il faut arrêter de dire qu'il y aurait une sociologie qui serait pas critique et qui serait, etc. Parce qu'en fait, la critique est constitutive de l'activité scientifique. Et donc, l'accueil de tout ça, c'est d'abord toujours ouvrir au maximum l'écoute. C'est-à-dire, nous, on a une stratégie qui consiste à écouter, y compris des gens qui sont effectivement limites, parce qu'on a un principe de compréhension qui est basique et qui n'a rien à voir avec les excuses de Monsieur Valls. C'est-à-dire, même un complotiste, on va écouter comment il nous raconte sa version du complot, ouvrir au maximum. Donc déjà, ensuite, quand c'est des collègues qui pensent avoir trouvé des choses, justement, on va essayer d'organiser une enquête collective. Et on va essayer d'outiller en fait la trajectoire de cette enquête pour essayer de la collectiviser, c'est-à-dire ne jamais rester seul face à une observation. Et c'est l'intérêt évidemment de pratiquer une science, c'est-à-dire qu'au fond de la partager. Ensuite, il y a peut-être être attentif et vigilant sur les modalités. Nous, on est un peu obsessionnel là-dessus, et c'est la différence peut-être entre la sociologie pragmatique et d'autres démarches. C'est-à-dire qu'on va être très attentif aux modalités. Par exemple, pas passer dans le pamphlet tout de suite. Être capable d'identifier quand un propos est plus pamphlétaire que descriptif, qu'est-ce que c'est qu'une bonne argumentation, qu'est-ce que c'est qu'une temporalité, et donc par exemple savoir si face à une situation il y a urgence ou pas, faire appel aussi à des expériences d'acteurs qui ont déjà vécu des situations et qui peuvent donner un conseil sur la manière de la rendre publique ou de l'associer à d'autres questions.
On le voit beaucoup sur la santé au travail, par exemple. Hein, où j'ai beaucoup travaillé sur l'émergence des risques psychosociaux, catégorie qui maintenant me gêne un peu parce qu'elle est un peu fourre-tout et ça devient du RH retraité, enfin pas retraité au sens, de toute façon il n'y a plus de retraite. Mais bon, enfin je veux dire recyclé, pardon. Mais n'empêche que les plaintes au travail, c'est par exemple quelque chose qui doit pouvoir circuler à travers la sociologie et trouver son espace. Donc je crois que c'est vraiment notre maître, nous en sociologie pragmatique, c'est John Dewey, c'est-à-dire ce philosophe pragmatiste américain qui disait une démocratie, c'est quand des publics, des communautés, des milieux sont capables de se saisir d'une question, de mener l'enquête, de partager les connaissances et d'aller questionner les pouvoirs pour obtenir la prise en compte d'une revendication, le changement, par exemple, d'un tracé d'autoroute ou de ligne TGV ou je sais pas quoi, de questionner vraiment le fond des choses. Effectivement, là, pseudo-éphédrine ou pas, éphédrine, c'est ça, hein, on va aller regarder, nous, on va et mettre en rapport les acteurs que ça voilà, il faut arriver à produire des mises en relation. Et c'est des techniques de sociologie qui sont pas forcément dans l'esprit Alain Touraine de la sociologie où on est co-auteur de l'action, mais on crée des espaces dans lesquels les connaissances peuvent se croiser. Et ça, on n'est pas les seuls à le faire, mais il y a plein de manières de co-construire en fait la connaissance dont on a besoin ensuite pour agir. Donc effectivement, je pense que là il y a un mouvement. Alors là, je plaide plus pour une autre branche de nos travaux qui est plus celle que je développe avec Jean-Michel Fourniot, celle de la démocratie participative en fait. Aujourd'hui, on a énormément d'expérience, de prise en charge de problèmes, de prise en charge de questions par des citoyens, sous plein de formes. Et il y a un groupement d'intérêt scientifique qui s'appelle Démocratie et Participation. Vous avez un énorme site qui draine toutes les informations concernant les activités de ce groupe et qui est très demandeur justement d'ouverture de chantiers, que ce soit de la recherche participative, que ce soit des débats publics, que ce soit des conférences citoyennes, que ce soit du community organizing, etc. Il y a toutes sortes de stratégies. Et voilà. Et en fait, il n'y a pas de solution clé en main. Il y a par contre des chemins qui ont déjà été expérimentés, qui sont déjà partagés par des communautés. Et là, il faut y aller, il faut s'adresser. Bien, on va finir là-dessus. C'est pas mal de finir sur un projet. Enfin, moi, je fais un petit appel. Ceux qui voudraient, parce que la bibliothèque a mis en place donc une mission médiation scientifique en partenariat évidemment au sein de la mission de l'UBO. Et ceux qui voudraient, pour l'instant on n'a pas de programmation à venir, mais je vais la mettre en place. Ceux qui veulent être tenus des programmations suivantes. Et deux, je fais un appel aux éventuels chercheurs qui sont là. C'est quoi le cadre de ces débats, de ces tables rondes? Je peux juste dire par exemple qu'on a fait quelque chose sur le transhumanisme avec des juristes et des médecins. Là, on fait quelque chose sur le lanceur d'alerte avec des sociologues. Pour moi, ce qui est important, c'est d'arriver à vulgariser, médiatiser la science, mais surtout de voir de quelle manière elle rencontre la société. Là, on est en plein dedans. Et comment elle devient non pas participative au sens le plus étroit où il y a la science participative, mais la science qui rencontre des problèmes sociaux, politiques, etc. Donc si parmi vous il y a des chercheurs qui peuvent exister dans ce genre de table ronde, la bibliothèque organise les rencontres, on fait des captations vidéo, on peut aller chercher des gens de la société civile, on peut définir ensemble le problème et organiser une future table ronde l'année prochaine. Voilà, sur l'année. Comment? Oui? Ouais. Je me permets de faire une proposition, c'est que je viens de recevoir de la part d'un collègue un ouvrage qui s'appelle Justice digitale, qui est donc signé par Antoine Garapon, qui est un magistrat assez connu, assez critique, mais connu, et Jean Lasset, qui est un spécialiste de l'histoire de l'informatique et de la philosophie de l'informatique, et ils analysent de manière très fine ce qui est en train de se passer dans les mondes de la justice avec les algorithmes. Et là, il y a un sujet qui est magnifique, et ce livre, je vous le recommande, publié chez PUF, Justice digitale, il vient de sortir, et qui pose là aussi une autre ligne de friction entre ce que vont fabriquer les génies de l'informatique pour répondre à des injonctions de faire notamment de l'intelligence artificielle à tous les étages, et puis en même temps les pertes de sens que ça va engendrer dans plein de secteurs, y compris la justice. Ça me permet justement d'être un peu plus précis sur ce que je viens de dire. On pense à un sujet sur l'alimentation, un sujet sur les robots.
Là, les robots, les drones, par exemple, comment ça se passe quand on tue quelqu'un qui a 10 000 km et on le pilote un drone? Apparemment, ça pose des problèmes très sérieux aux militaires. Ils supportent moins que tuer quelqu'un directement. Enfin, ah, c'est vrai. Voilà, des tas de questions. Donc, voilà, appel aux chercheurs. Et pour finir, quand même, la pub de ce livre qui, moi, m'a réconcilié avec les sciences humaines. J'en ai fait autrefois, j'avais décroché totalement. Hein. Mes gants étaient pleins de poussière. Et ça m'a, donné envie d'en relire, et deux, ça m'a donné envie de militer, c'est un terme fort, mais de me saisir des problèmes que je peux voir autour de moi et peut-être d'y participer. Parce que ça bouge, voilà, ça bouge. C'est le livre optimiste qui dit que les choses sont pas figées, que dès que des gens se mettent en mouvement, ils changent des choses. Donc, ouais, c'est vrai. Hein, et en plus, c'est un livre, bon, il a 12 chapitres, mais on peut les lire un par un cette année, l'année prochaine. Voilà, au bord de l'irréversible. Je mets le son et on applaudit.